Radio Pirate. Faites partie de la révolution. Voici les Radio Pirate News avec Jeff. OK, beau numéro 1. On a fait presque 2 heures de Radio Pirate News aujourd'hui. En plus d'avoir Yann et Frank avec nous et également le docteur Pascal Renaud. Eh bien, le premier bout qu'on vous parle, c'est ce que Mark Carney a parlé hier, les négociations avec les États-Unis et aussi tout ce qui arrive. Hein? Let's go. Let's go. Yes. Entre autres, l'usine Packard. 300 jobs de moins. Ça va aller vite, les amis. Ça va aller très, très vite. On en parle maintenant. Mon sujet principal aujourd'hui. On a appris cette semaine que... on a appris la semaine passée qu'il y avait 25% de tarifs sur les camions. 25% de tarifs sur les camions. C'est quels camions? C'est les gros camions. C'est les camions, les 10 roues, les 12 roues. Oui. Les camions pour traîner des 53 pieds, donc les semi-remorques. Donc, il y a une grosse usine. Vous savez, quand on arrive, c'est à 640, on est dans le coin de... Vous savez ce qu'elle est, l'usine de Packard. Cette usine-là est une usine qui devait produire beaucoup de camions. Là. C'est une usine qui... c'est une usine problématique, là. Il ne faut pas se le cacher, là. Cette usine-là, il y a des rumeurs, on a des pirates à l'intérieur de l'usine, puis depuis des années, il y a des pirates qui me disent, à un moment donné, notre usine va fermer. Puis la raison, il y a une seule raison, pas parce qu'il n'y a pas de marché, c'est que la direction de l'usine, les propriétaires de cette business-là, qui ont d'autres usines à travers l'Amérique du Nord, incluant le Mexique, ils ont beaucoup de misère avec le syndicat. Beaucoup de misère avec le syndicat. Packard, c'est Kenworth, Peterbilt, puis il y a peut-être Daft Trucks là, en Europe. Là. Mmh. C'est gros, là. C'est énorme, Packard. Mais c'est l'usine avec laquelle ils ont le plus de problèmes. C'est au niveau syndical. C'est pas moi qui... Regarde, je n'ai pas lu ça dans le journal. J'ai pas été voir à l'intérieur. C'est des pirates qui travaillent à cette usine-là, qui m'ont déjà envoyé des messages pour me dire... Puis ça n'a pas de lien avec ce qu'on parle là. Ça n'a pas de lien avec les tarifs. C'est arrivé dans la dernière année et demie à peu près que des gens m'ont écrit et m'ont dit « Ouais, à l'intérieur de chez Packard, là, ça va mal finir. Là, on a annoncé la fin de 300 jobs. Donc, c'est le tiers des effectifs, je pense, qui est terminé chez Packard. La raison, c'est les tarifs de 25%. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui reste comme employé, c'est les employés qui vont faire les trocs pour la demande canadienne, qui va être fragile pas à peu près dans les prochaines années. Donc, j'ai envoyé un tweet là-dessus. Putain, moi, je fais des tweets. Je fais pas des tweets. Je suis pas là pour un philosophe. Je fais ça pour divertir. Des fois, c'est une vérité un peu sec, un peu crue. Puis j'ai fait avec un fond de sourire parce que, ultimement, il faut en rire un peu, là. Tu sais, je veux dire, parce qu'on est ce qui se passe, c'est relié à nos propres décisions, puis à notre propre volonté, puis, tu sais, ultimement, on a le pouvoir de régler les choses. Si vous ne voulez pas les régler, puis que là, on se met à perdre, puis à perdre, puis à perdre, là, moi, excusez-moi, là, moi, je vous l'ai dit il y a 6 mois. Moi, je n'étais pas paniqué il y a 6 mois. Moi, j'ai dit non, voici les solutions, bang, bang, bang. J'ai été ridiculisé sur la place publique. I don't care. Pas la première fois que ça arrive. Puis, aujourd'hui, à vitesse accélérée, le temps me donne raison. Le temps me donne raison. Là. Si vous pensez, si vous voulez mettre, comme vous avez fait pendant la COVID, vous voulez mettre des arcs-en-ciel dans la fenêtre, dire tout va bien aller. Là. Si vous croyez ce qu'on vous dit, là, si vous croyez, regarde, Carney a fait un discours hier, on va le faire entendre. So, because of these advantages, over decades our economy grew steadily more integrated with the United States through the Free Trade Agreement of the 1980s, the NAFTA Accord of the 1990s, and eventually USMCA agreement signed in 2018. Canada's trade increased by over 400% during that period, and our economy doubled in size. But this process
This decades-long process of an ever closer economic relationship with the United States is now over. And as a consequence, many of our former strengths as a country, former strengths more particularly as our economy, strengths based on close ties to America, have become our vulnerabilities. And as a result of that, the jobs of workers in our industries most affected by the U.S. tariffs in autos, in steel, in lumber are under threat. And our businesses are holding back investments restrained by the pall of uncertainty that's hanging over all of us. Our relationship with the United States will never again be the same as it was, even though in this new world of protectionism, we have the best trade deal of any other country, and we're working to make it even better still. Une grande partie de ce qu'il dit est vrai. Si on garde le statu quo, c'est vrai. Si on décide de garder... Si on veut que le Canada soit pensé ou dirigé ou qu'il fonctionne de la même manière qu'il fonctionnait il y a 5 ans, 2 ans, 10 ans, 20 ans, donc jusqu'aux dernières négociations, il a raison. Cette époque-là est terminée. C'est vrai, là. Juste vous donner des chiffres. 75% des exportations canadiennes s'en vont aux États-Unis. Ça, c'est tous les domaines ensemble. Exact. Toutes nos exportations que toutes les entreprises font. C'est ça. Toutes les entreprises canadiennes font. 75% s'en vont aux États-Unis. Quelle est la raison de ça? Il y a des raisons qui sont au même niveau. On va les nommer. La proximité, donc notre géographie. Personne ne peut changer ça. Là. Des centaines de pays dans le monde aimeraient avoir notre proximité avec les États-Unis. Mais hein? L'autre chose, 330 millions d'Américains, les plus grandes compagnies du monde, dans le top 500, il y en a probablement 400 qui sont l'autre bord, tout près de nous. Donc, pays le plus riche, pays dominant, c'est notre voisin. Donc, assez naturel que ce soit 75%. C'est même un peu surprenant que ce ne soit pas 80-85%. Hein? Donc, mais ça, à partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Avec le règne. Parce qu'on sait, il le dit, là, l'économie canadienne, grâce au libre-échange de Reagan et de Mulroney, les anti-libre-échange de l'époque, tout le monde pensait que l'économie canadienne allait se diviser en deux. Donc, 2 fois plus petite, 2 fois plus pauvre, 2 fois plus de chômage, etc., etc. Finalement, c'est l'inverse qui est arrivé. Donc, on a quadruplé notre économie. Donc, le deal, il était bon pour nous autres. Très bon. Très, très, très bon. Mais c'était certain qu'à un moment donné, ça allait être revu, ce deal-là. Parce que le deal était bon pour le Mexique, il est bon pour le Canada, il est bon d'une certaine mesure pour les États-Unis, mais les États-Unis sont ceux qui, dans ce deal-là, se font probablement le plus arnaquer. C'est eux qui ont perdu le plus d'entreprises, le plus de jobs. Oui, à l'inverse, ils ont, de par les entreprises canadiennes avec un dollar faible, la main-d'œuvre à salaire ridicule du côté du Mexique. Ils ont réussi à importer de leur bord du cheap, des chars cheap, du gaz cheap. OK, ils en ont profité d'une certaine mesure, mais pas autant que le Canada et les États-Unis. Tu sais, cette semaine, je voyais un tableau sur les 35-40 dernières années des salaires moyens des gens à travers chacun des pays sur cette époque-là. Bon, il y a certains pays qui se sont réveillés, comme la Pologne. La Pologne qui était un pays de pauvres, donc là, finalement, ils sont devenus un pays plus capitaliste, puis là, le reste a suivi. Mais je veux dire, prenons les pays qui avaient une certaine stabilité. La majorité des pays européens ont, drôle à dire, mais beaucoup de pays européens, entre autres l'Espagne, ont les mêmes moyennes de salaire aujourd'hui qu'il y avait il y a 30 ans. Donc, les salaires n'ont pas bougé. Donc, quand vous dites,
Ah, je vais en Espagne, c'est pas cher. C'est relié au salaire. Voilà. Donc, il n'y a pas d'augmentation de salaire en Espagne, au Portugal, dans certains pays européens. Il n'y a aucune augmentation. Donc, l'inflation n'est pas là. Donc, après ça, on se posera la question, qu'est-ce qui est mieux? Est-ce que c'est mieux d'avoir full inflation et des salaires qui suivent, puis qui finalement, on n'est plus capable de payer rien? Donc, ça, c'est un autre sujet. Mais ce que je veux dire, c'est quand on regarde le Canada, il est enligné sur les salaires avec les États-Unis. Ce que le Mexique n'est pas. Le Mexique est dans le même groupe que les pays que je viens de vous nommer. En fait, le Mexique a une diminution de son salaire moyen depuis 30 ans. Donc, les familles mexicaines font moins d'argent par année, en moyenne, qu'en faisaient il y a 30 ans. C'est spécial, hein? Tandis que nous autres, on a suivi. Ce que je veux vous dire, c'est qu'on est à la remorque des Américains depuis facilement 40 ans. C'est ça qui nous donne la possibilité d'aller voir les Blue Jays à 11 000 $. En passant, si vous acceptez de payer 11 000 $ pour un billet de baseball, vous êtes un cave. C'est gratis à TV. Des gratis à TV. Non, mais c'est parce que quand on accepte ça, on accepte tout ce qui va avec. Tu sais, je disais pendant la COVID, si tu as fait faire un prix pour ton patio et tu as eu un prix à 5 000, et parce que c'est la COVID, tout le monde veut te fourrer, et que le même patio est à 15 000, si tu veux rendre service à tout le monde et à toi-même dans le futur, tu dis non pour ton crise de patio. Fais-les toi-même. Mais si tu dis oui à 15 000, tu es en train d'envoyer le message que, charge-leur 15 au lieu de 5, les innocents vont dire oui pareil. C'est combien un billet de baseball à la Série mondiale de 1993 à Toronto dans le top si on le met en argent d'aujourd'hui? 100 $? 150 $. C'était 63 $ en 93. En argent d'aujourd'hui, c'est 150 $. Et là, ils sont en vente à 11 000. Bon. Ça, c'est pas brillant. Je referme la parenthèse. Oui. Je referme la parenthèse. Mais c'est ça qui nous a permis de jouer aux riches. C'est ça qui nous a permis. C'est les Américains qui nous permettent d'avoir ce style de. C'est quoi l'économie du Canada? C'est quoi? On est dans les high, on est dans la techno, on a un peu de pétrole, même. On est dans la troisième réserve, mais c'est pas mal concentré à une ou deux places. Les produits énergétiques, les autos, les pièces automobiles, les métaux. Les autos. Hein? Je jouais pas une auto canadienne? Non, mais je veux dire, notre économie, tu veux dire, qu'est-ce qu'on exporte, tu veux dire? Je comprends que l'auto est dedans, mais l'auto est dedans jusqu'au temps qu'elle soit dedans. Ça se peut qu'elle soit plus là. Non, mais je veux dire ce qu'on a là. C'est ça, là. On fabrique beaucoup de pièces d'auto, nous autres, là. On a les métaux, les minéraux, l'équipement industriel, la machinerie, les produits agricoles. C'est pas mal le gros de notre business, puis le bois, là. La pêche. On n'est pas dans l'économie du futur, là. Mais c'est correct. Ben, OK, on a ce qu'on a. C'est notre réalité. Moi, je pense qu'on pourrait être plus. Mais la raison pourquoi on n'a pas rajouté techno, développement de médicaments, développement d'équipements médicaux, développement de ci, développement de ça, c'est qu'on s'est assis sur nos ressources naturelles, mais on s'est surtout assis sur une chose. Je sais quoi. On s'est assis le cul sur le fait qu'on est à côté sur les États-Unis d'Amérique avec $1 à 70 cents. On peut faire ballonner nos gouvernements de monde. Oui. Parce que la plus grosse économie du Canada, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement. En passant. Là. C'est pas le pétrole. Là. La plus grosse économie canadienne, c'est le nombre d'employés du secteur public. C'est incroyable. Les provinces, les villes, les différentes patentes des gouvernements parallèles à ça. Donc, paragouvernementales, il y en a plein. Là. C'est la plus grosse économie, c'est ça. Puis, pour payer ça, ben, ça prend maintenant de l'endettement. Parce que c'est tellement gros qu'on n'est pas capable de fournir. Donc, ce que je veux juste vous dire, c'est que, est-ce que vous avez entendu là? Je suis obligé de vous dire, vous savez que j'ai changé de fusil d'épaule, mon fusil est rendu de l'autre bord, je suis rendu à gauche.
puis que je suis de l'équipe de Mark Carney maintenant. Oui. Puis c'est pas une farce, là. C'est pas une farce, là. Moi, je suis un conservateur. On sera conservateur quand ça sera le temps. Pour l'instant, c'est pas ça, là. C'est une question de survie. Et je détecte que Pierre Poilievre, si Pierre Poilievre est au pouvoir, lui qui est mené par en arrière par Stephen Harper, ces gens-là sont prêts à nous appauvrir et à garder le drapeau canadien à tout prix, même s'il faut finir en ruine. Mais là, je diffère. Là, je diffère pas mal. Là. Parce que ça, c'est pas une manière conservatrice, c'est pas une manière de droite, c'est pas une manière libertarienne de voir les choses. Là. Parce que, ultimement, ce qu'on veut comme citoyens, c'est que nos enfants aient un beau futur. C'est à ça qu'il faut penser. Pas à nous, à ceux qui nous suivent. Et si c'est de crisser le drapeau dans le fond de la poubelle, puis d'en sortir un nouveau, il y a un mélange de feuilles d'érable avec des étoiles à travers, pour que nos enfants soient capables d'avoir un futur, et leurs petits-enfants, nos petits-enfants, leurs enfants, eux, aient le genre de vie qu'on a eu depuis que nous autres, on est au monde, mais c'est notre devoir de le faire. Puis s'il faut qu'on ait orgueil, soit égratigné un peu pour que ça arrive, bien l'orgueil sera gratigné un petit peu. L'Ukraine va finir avec un bout. L'Ukraine va y manquer une jambe et que ça finisse. OK. Sinon? Ben sinon, sinon, le Canada n'est plus membre du G7, là. Ah, ça me dérange pas, ça. Ah, ouais. Le Canada va finir comme la Grèce de 2008, là. Ça veut dire quoi, ça, la Grèce de 2008? Ça veut dire fonds de pension coupé. Ça veut dire gros licenciement à travers les jobs du gouvernement à tour de bras, là. Ça veut dire une économie qui est fragilisée et à refaire pendant 2 décennies faciles. C'est ça. Si vous croyez ce que les chiffres qui ont sorti hier, si vous croyez ça, vous êtes soit très bonasse ou vous êtes carrément un cave. Et parlez à n'importe qui est dans l'exportation. Si vous pensez que ces gens-là ne sont pas allés voir en Asie et en Europe pour faire de la business, ils ont déjà été. Et ils savent que si même matin, ils n'ont pas le choix, ils vont y retourner, puis ils savent qu'ils vont être capables de signer une coupe de contrat. Mais si vous pensez que les exportations, comme ils nous l'ont dit hier, c'est ce que Mark Carney a dit hier, il dit, nos exportations actuellement sont de 75 % vers les États-Unis. Dans un très, très proche futur, ça va tomber à 50 %. Et le reste, on va le faire avec le reste du monde. Moi, je vais vous dire une affaire. Quand on va se reparler dans 5 ans, les exportations seront encore une fois à 75 % vers les États-Unis. Mais au lieu de n'exporter pour tel nombre de milliards, tel nombre de centaines de milliards, au lieu, je vais donner un chiffre pour qu'on le comprenne, au lieu d'exporter pour 500 milliards, ce qui n'est pas le chiffre, là, je donne un chiffre pour l'image, bien, vous allez maintenant exporter pour 350 milliards. Mais 75 % sera encore aux États-Unis. Ne croyez pas ça, là. Ne croyez pas qu'on va commencer à se faire des affaires entre nous autres, là. Ouais, mais à partir de maintenant, là, on va faire du buy canadien, puis les provinces vont commencer à s'échanger, puis on va bâtir canadienne, puis le reste, on va exporter ça en Europe, on va aller en France, puis on va aller en Angleterre, puis on va aller en Asie, on va aller en Chine. Possible. Tu vas probablement augmenter tes chiffres avec dans tel... Tu sais, on a un chum, là. Il dit, gars, je l'ai fait, là. Il a fait le tour, là. Il a fait le tour. Il est allé dans les pays scandinaves. Il est allé un peu partout. Il est dans le domaine de la viande. Il dit, on a ramassé 5 % de contrats de plus qu'on avait actuellement. Mais il dit, c'est le top qu'on peut avoir. Donc, c'est pour ça que je voyais des photos hier de ce gars-là avec le gouverneur du New Hampshire qui était dans ses installations en Beauce. Exactement. Bon, oui. Oui. T'sais. Donc, moi, j'y crois pas, tout ça. Et je pense que Mark Carney est le premier pas à y croire. On a su que Mark Carney, quand il était dans ses dernières décisions avec Brookfield, il a détourné des milliards
vers une structure fiscale, de pays fiscal qui a sorti les capitaux du Canada pour éviter de payer des milliards en impôts au gouvernement canadien. Donc, il est sans doute le premier à ne pas croire au Canada. Donc, moi, je pense que M. Carney, même s'il fait des discours comme ça, je pense que M. Carney, ultimement, va nous vendre. Et la rumeur des élections, elle est fondée, là. La rumeur des élections, elle est fondée, là. La rumeur des élections, soyez pas surpris si on part en élection rapidement. Les sondages nous montrent que les conservateurs ont perdu les Maritimes, que les libéraux garderaient le Québec. Donc, on finirait avec un gouvernement libéral, solide, 4 ans, majoritaire. Donc, c'est le pari qu'ils font. Semble-t-il qu'à la suite du budget qui sera déposé pour que finalement il soit battu, puis que Carney, qui a rencontré Poilievre hier, qui a rencontré le faiseux à Blanchette hier matin, puis qui va rencontrer je ne sais pas trop qui au NPD, là. Il semblerait que ce budget-là ne passera pas pour personne, là. Donc, s'ils n'ont pas le nombre de votes pour le faire passer, le gouvernement tombe. Et c'est probablement ce qu'ils veulent. Parce que les derniers chiffres sont clairs, là. Les derniers chiffres, le Parti conservateur est en baisse, là. Le Parti conservateur, en nombre de sièges, perd beaucoup de sièges, surtout dans l'Est. Donc, pour eux autres, ce serait « J'ai besoin de 4 ans pour m'assurer que je vais intégrer le Canada aux États-Unis d'Amérique. » Il n'y a pas d'autre solution pour garder ce qu'on a, pour continuer d'améliorer les choses. Si on veut régler les patentes de logement, si on veut régler nos problèmes d'inflation, si on veut régler, puis que nos jeunes soient crinqués et motivés de se mettre en couple, d'avoir une maison, puis d'avoir des enfants, là. En ce moment, là, vous avez des parties où il y a plein de familles avec des jeunes de 27, 28 ans. La majorité de ces gens-là n'ont pas de chum, pas de blonde. Ils ont encore moins d'enfants parce que ça prend une job, ça prend une blonde et un chum pour faire un enfant, là. Ils n'en ont pas. Ils n'ont pas le goût de se mettre en couple. Ils n'ont pas le goût de bâtir une famille. Ils n'ont pas le goût d'avoir une maison. Ces jeunes-là sont complètement démotivés. Soyez pas surpris de voir à tout bout de champ dans votre Facebook qu'il y a des jeunes de 19 puis 20 ans qui se suicident, comme j'en ai vu cette semaine. Ah, j'en ai vu aussi. OK, mais non, c'est parce que ça... Très endasté. Faut que tu vendes quelque chose de le fun. Le futur, il faut que ce soit le fun, là. Nous autres, on était jeunes, on n'a pas été élevés dans la grande richesse, là, mais je ne sais pas, on savait qu'on allait bâtir quelque chose. On savait qu'on avait, je ne sais pas, on était crinqués. On était crinqués, on était anxieux dans le bon sens. On avait hâte. Parce qu'on savait que le monde s'ouvrait à nous autres. Go, go, go. Puis en plus, ça va être donc. Tout est en train de grossir, tout est en train d'aller plus. Là, on est dans une genre de décroissance. C'est démotivant pour nos jeunes. C'est démotivant même pour nous autres. Même si on est probablement les moins touchés par ce qui se passe, parce qu'on a réussi à se bâtir quelque chose. Mais c'est très fragile ce qu'on a. Ça ne veut pas dire qu'on va le garder, hein? Donc, il y en a. Si dans votre entourage, si vous croyez que ce que les gens vont vous dire, qu'à tout prix, il faut garder le statu quo, puis elbows up et tout ça, oui, on peut. Mais on ne sera plus dans le G7. On ne sera plus un des pays les plus riches du monde, là. Mais... On risque de jouer dans la cour de l'Argentine et de quelques pays qui ont déjà été très riches, mais qui ont pris des mauvaises décisions, là. Donc, si je comprends bien ton histoire, c'est que Carney, il n'arrivera pas dans les élections pour expliquer la réalité. Il va faire croire au monde qu'on peut doubler les exportations ailleurs, oui. que le Canada peut vivre, mettons, en plus en reclus des États-Unis. Ça va être ça son speech. Oui. Puis c'est ça que les Canadiens veulent entendre. Exact. Il n'est pas cave, là. C'est ça que les Canadiens veulent entendre. Carney, c'est pas Mélanie Joly, là. Les Canadiens, c'est des anti-américains, là. C'est pas Freeland, là. Oui. Non, c'est pas Freeland non plus, là.
OK, voilà pour le premier bout. On a un autre bout des Radio Pirate News. Un bout le fun. On parle de Jackie Smith, la candidate communiste de Québec, qui est anglophone, après la pause. Radiopirate.com. Juste du bon stock. La radio pirate de Jeff Fillion. Radiopirate.com. Voici les Radio Pirates News avec Jeff. Ouais, partie numéro 2. Ben oui, Jackie. Bon, pas tout le monde la connaît. Mais vous allez voir qu'elle est sympathique. Vous allez voir qu'elle est attachante. Vous allez voir que elle nous donne un petit coup sympathique. Dans les prochaines minutes, on va entendre ça. Puis on en jase avec Jerry et Mr. White. On y va. Ah ouais, let's go. Let's go. L'histoire là, du gars de New York, là, pour des épiceries opérées par la ville, là, ça a été repris par du monde au Québec, ça, là. Ça a été repris par Mme Smith. Ça a été repris par Mme Smith. Oui, Mme Smith, qui était tout à fait extraordinaire. Tout le monde l'aime, Mme Smith. Tout le monde l'aime. Péquiste, elle a dit qu'elle était séparatiste. Elle est souverainiste. Elle est souverainiste? Elle est souverainiste. Ben oui. Bientôt. Oui. Mais elle file pas bien, je trouve. En non, parce qu'elle a dit elle est déçue qu'elle n'a pas assez qu'elle n'est pas haute dans les sondages. En débat, que, en débat, elle est spectaculaire, là, dans le sens que... Elle dit « J'aime Québec, j'aime le monde de Québec, mais je suis pas certain que le monde de Québec m'aime. » Regarde, écoute bien. Ma dernière pour vous, Madame Smith. Est-ce que vous pensez que ce soir, vous en avez fait assez pour convaincre les gens qui vous ont fait confiance en 2021 que vous étiez encore la solution au centre-ville? Oh, on va pas là. Non. Hein? Non. Hein? Il y a eu un petit délai. D'accord. Ça finit demain? Non. Il y avait un moment Oh. que ça n'a jamais été aussi clair qu'on parlait de le lac Saint-Charles, sauver le lac Saint-Charles. Non. On parlait de les grèves, l'école bleue, les commis de bibliothèque dont j'ai grandement appuyé, le déménagement de l'incinérateur, l'écofiscalité. Et c'était tous les projets de Transition Québec. Toutes ces idées, et même le mot du fin du maire, c'était mon mot de fin. En plusieurs débats. C'est moi qui mène la ville. Pourtant, c'est moi qui est le dernier dans les sondages. Cet audio-là, il vaut... Moi, excuse-moi, j'aurais de l'aimer. Cet audio-là, il vaut Mais 1000 piastres. Je m'excuse, là. Chris, ça va monter dans les sondages avec une patente de main, c'est sûr. C'est moi qui mène la ville, Chris. C'est moi qui mène la ville. Ils prennent toutes mes idées. Elle aurait dû rajouter avec Chris. Hey, elle, c'est une calice de communiste à la marge. Marchand bouffe son là. Marchand, il vole ses idées. Ça vous montre-tu que lui, d'abord, premièrement, il n'y a aucune calice d'idées de ce qu'il fait. Ça vous montre-tu qu'il y a un genre de style QS cassé, là? Oh oui, Hein? c'est ça. Il vole les idées à Mme Smith. Oui, il ne vole pas ses idées à elle. Tu sais, c'est sûr que ça va te tirer. Ça ne te tirera pas vers le haut, là. Elle dit, c'est moi qui mène la ville. Oui. Non, mais elle a un petit côté attachant, pour vrai. Oui! Pour vrai, oui. Pour vrai, oui. Parce que dans... C'est juste que c'est une crise de communiste, là. Tu veux dire, tu peux pas truster ça, Géraud. C'est pas sa langue, le français, là, sa langue principale. Durant le débat, elle a ralenti toujours tout le processus, tu sais. Ben, ça fait bien. Ben oui. À un moment donné, il pose une question, puis il y a toujours un genre de délai de 18 secondes avant qu'elle dise un mot. Ouais. Hey, c'est-tu tough à apprendre de crise de français? Ah ouais, c'est très. C'est quand même 10-12 ans qu'elle est là. Ah oui. Mais Puis elle est impliquée full dans la communauté. C'est-tu dur, le français? Elle se débrouille très bien. Parce que c'est pas une langue logique. Quelle langue de C'est pas une marde. langue logique du tout, là. Ben non, c'est une langue de marde. Puis on veut protéger ça. Nous autres, c'est une langue qui n'est pas apprenable par personne. Tu sais, je disais ça au monde. Ici, je dis, le français, le pire, je dis, même nous autres, on le parle mal. Oh oui. Il est tellement dur à apprendre, parce que tout le monde dit ça, le français, il est tough. Ils ont tous pris des cours de français à un moment donné. Puis même l'espagnol qui est basé, c'est intégré un peu que le français. Beaucoup plus facile, même s'il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de patentes. Même beaucoup plus facile. Imaginez-vous, l'espagnol est plus facile que le français. Le français, c'est une langue tough.
En tout cas, au moins, elle travaille fort. Qu'est-ce que ça dit pour les femmes en politique? Qu'est-ce que ça dit pour les nouveaux arrivants qui parlent avec un accent? Qu'est-ce que ça dit pour les personnes qui ont une vision pour le meilleur monde? Pourquoi ces gens-là, ils vont se lancer en politique juste pour que les hommes reprennent leurs idées et leur mépris par la suite? Donc, Qu'est-ce qu'elle a dit? Ils prennent leurs idées et les mépris par la suite? Donc, vous voulez dire les méprises? Moi, possiblement. C'est ça qu'elle veut Moi, je dire. pense que ça doit être ça. Elle, dans le fond, Excusez-moi, elle, ce là. qu'elle veut dire, c'est marchand là, dans le cul. Mais oui, elle aime pas Est-ce Marchand. qu'elle a dans le cul? Elle trouve que c'est un asti de par en dessous qui vole son stock. Elle m'a acheté avec cette patente-là, je vais te le dire. J'ai écouté 2 fois hier soir. Là, je l'écoute pour la 3e fois. Puis elle, c'est une crise de communiste. Il y a une affaire, par exemple. Puis elle fait pas son terrain, la pelouse est longue, si je sais comment est-ce que c'est tout croche. Mais je me rappelle-tu qu'on a déjà parlé à quelqu'un qui était son voisin ou qui a eu affaire avec elle? Oh, Elle a dit oui. c'est vraiment Oh, quelqu'un oui. de cool, là, pas vrai. Oh, Elle a du oui, côté oh, cool. je- Tu sais, je veux rendre... Salut Bruno. Bruno qui reste pas loin de chez eux. Le premier à le dire, même s'il ne votera pas pour elle, qu'elle est super C'est fine. ça. Mais il y a quelque chose, elle a un côté humain. Tu sais, je répète, là, c'est une crise de communiste. Là. Donc, tu peux jamais truster une communiste ou un communiste. C'est dangereux. Dangereux pour votre existence, dangereux pour votre futur. Vous ne vous approchez pas de ça. Là. Mais ce qui est triste, c'est qu'il y a beaucoup de communistes qui sont des... À part d'être communistes, le reste est correct. Non, mais Même que le reste est pas mal meilleur que la moyenne des ours. ça. Là. Ça demande... Tu sais. Hmm. Tu sais, c'est... je sais pas. Comme venu me chercher un peu. Je voyons pas petite. Ah oui, alors... Donc bien plate, donc. j'ai quasiment envie de l'inviter. c'était vraiment étonnant aujourd'hui parce que ça fait 19 ans que je suis à Québec. J'adore Québec. Et ça n'a pas toujours été facile. Je suis anglophone. Je pourrais habiter littéralement n'importe où dans l'Amérique du Nord. Et je choisis Québec. Et je choisis encore Québec. Et je vais choisir Je choisirai, c'est correct. toujours Québec. Mais ça a l'air que peut-être Québec ne me choisira pas. Colin, arrête. Arrête, elle va me faire broyer. Ah, si j'étais à Québec, je pense que je voterais pour Elle va Jackie. me faire broyer. Pauvre petit. Oh, lisse. Pauvre petit. Jerry, avoue, là. Avoue qu'il n'est pas Ah, pire. Jerry, Une anglophone Jerry, qui parle il- français, faut le dire, c'est sexy. Là. À la base. Ah, oui, elle a un petit côté. Ouais, ouais. Ben, À c'est la comme, base, là. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça, là. Ouais. Mais, Mais c'est une communiste, n'oubliez pas, là. C'est une communiste. Ah Faut jamais oublier, là. Malgré l'accent, malgré le cri du cœur, c'est une communiste, là. Je veux pas casser le party, là, mais il faut s'en rappeler parce pareil. que Le bateau est arrivé dans les îles pas tant de choses avec les sirènes, là. Il y avait des roches. oui, ça, c'est OK, Ulysse. oui. Ulysse. Oui. Ouais, bon, OK, il faut se rappeler de Oui, ça. là. Ulysse, elle est ici. Oui. Non, on dit pas OK. qu'on va voter pour elle. C'est pas ça l'idée. Là. C'est pas le... Non, non. Mais tu sais, quand c'est attachant de patente de même. Tu dis, hein, quelqu'un qui vient de Parce que- s'ouvrir, là, tu sais, puis tu regardes ça, tu dis, calif. Parce qu'elle veut réaliser quelque chose. Pas ce qu'on comprends, tu sais. Je pense, on dirait que c'est ça en dedans d'elle. Elle veut réaliser Qu'elle quelque s'achète chose. un weed eater, tabarnak, puis qu'elle fasse son terrain Oui. de commencer. Là. Excusez. Non, mais tu veux réaliser de quoi avec une ville? Si tu commences par nettoyer ton terrain, C'est tabarnak? sûr que c'est sûr. Ça commence par là. Trop de Elle a patentes. pogné les nerfs cette semaine après. Il y a un des voisins pirates qui est là. Puis le voisin pirate, sa fille, pour l'Halloween, a mis des genres de robes, tu sais, des petites robes qu'elle avait, mais qu'elle ne sert plus. Puis elle a mis du rouge dessus, puis tu sais, pour montrer que c'est une maison en thé. Ah oui. Hey, je suis en Floride pour les gens qui ne savent pas, là. Tabarnak qui met de l'argent
ces décorations en avant des maisons, c'est épouvantable. C'est caliste. L'Halloween, c'est... Moi, j'ai pas ça en dedans de moi. 0, 0, 0 l'Halloween. Non, 0. L'Halloween, c'est excessivement fort. C'est Non, boire. c'est- Si on pense qu'on met des décorations d'Halloween chez nous, là, on n'en met pas. Tabarnache. J'aimerais quasiment envie. On va vous prendre des Non, photos. On va vous envoyer ça dans excessivement le... C'est fort. malade. C'est une grosse période commerciale, l'Halloween. C'est fort. C'est big. En tout cas, la jeune fille a fait ça, puis elle s'amuse, puis elle met ça. Tu sais, c'est pour envoyer le message que la maison dans laquelle elle est, c'est une maison qui est hantée, puis qu'il se passe des affaires C'est l'Halloween, Chris. d'horreur. C'est une fête d'horreur. Tu sais, c'est une scary holiday, là. C'est ça, là. Ben là, Jackie a pogné les nerfs. Arrête. Oui, elle a pogné les nerfs après Hey, notre... ah, notre- c'est ça. après son... c'est pas le même voisin. Elle en n'a passant. pas aimé les C'est un autre décorations. voisin. Non, elle n'a pas aimé les décorations, pas toutes. Elle leur a donné de la marde. Ouais. Mais elle y va tranquillement, pareil, quand elle donne la marde. Là. Elle dit Hey! Oui, Ouais. oui, ça y va. Après, elle fait une pause. Elle dit Toi, Bon. ma Je ne sais tabarnak. pas si c'est Ouais. beau, mais je ne peux pas aimer ça. Tu sais, Ouais. À un moment donné, j'ai- elle lâche un genre de Mais qu'est-ce que c'est Calice. ça, Chris? Tu sais? Elle a appris que ça Ouais. se disait, là. Qu'est-ce que c'est ça, Chris? Mais qu'est-ce que tu dis, toi, Jerry? Tu dis qu'elle veut accomplir quelque Ben oui, chose. c'est quelque chose. Oh, Jerry le philosophe. Mais non, mais c'est ça. Mais j'aime ça, moi, ce côté-là. Ah oui, vas-y, Jerry. Tu sais, le cri du cœur qu'elle a, là, c'est moi communiste. Pas ce qu'on comprend? C'est pas Marchand. Marchand, Oui, il est ben, communiste. c'est exactement ça. Comment ça que Marchand Exactement me ça. vole mon stock? C'est moi la Oui, communiste ben- de la place. Regarde, j'ai compris la même affaire que toi. J'ai compris que Marchand, il avait fourré le monde il y a 4 Oui, ans il fourrait le monde, Marchand. en faisant croire qu'il était le gars dans le milieu de Oh tout oui, et qu'il était puis- ni d'un bord ni de l'autre. Finalement, 2 semaines après, on s'est rendu compte que c'était un hostie de communiste QS. Mais elle a dit, la vraie communiste, c'est moi. Ben oui. Lui, c'est un fake communiste, en plus. C'est ça qu'elle dit. Ben ça, j'aime ça. là. Elle- Ça, j'aime ça, vraiment beaucoup, là. Marchand, il habite-tu dans Limoilou? Marchand, il vivait ailleurs avec sa femme dans une maison où la pelouse n'était pas faite non plus en Il passant. vit à Sainte-Foy, Capro, peut-être de même. Ouais, mais ça. C'est ça. Mais il vit. Et là, je pense qu'il est en condo dans le coin de c'est ça. Sainte-Foy. Jackie, elle vit où, elle? Jackie a Villy-Molou Ah, full. voilà. C'est moi communiste. C'est pas Marchand. La vraie, exact. Les pistes cyclables puis les patentes de cyclables. L'autre, c'est la gauche puis les caviar. affaires. C'est ça. L'autre, c'est la gauche caviar. Donc, la gauche caviar, elle me vole mon stock. La gauche Oui. caviar veut m'éliminer. Mais Chris, c'est moi à gauche. Oui, je comprends. Je comprends. Donc, ce que tu veux dire, c'est si vous voulez vraiment voter pour un QS ou quelqu'un de gauche pour vrai, Ben, votre Jackie. c'est pas Marchand. Ben non. Il est même pas authentique dans sa gauche. La vraie personne de gauche, c'est Jackie. La vraie personne de gauche est Jackie. Voilà. Non, mais ça, il y en a plusieurs. Valérie Plante à Montréal, c'est pas. C'est de la gauche caviar, C'est la Calis. gauche, c'est la gauche Ça caviar. Elle s'en va le vendredi après-midi à 3 h au chalet, sur le bout du quai. Le téléphone sonne, elle répond pas. Rappelle-toi qu'est arrivée l'histoire du Grand Prix de Ah non, F1. elle s'en fout de tout ça, là. Son chum qui a répondu à un moment donné parce que les polices étaient rendus dans le restaurant, le restaurant, le gros resto avec la terrasse bien pleine de monde. Oui, le resto portugais. C'est son chum qui a répondu à un moment donné, oui, allô, non, elle veut pas répondre. C'est ça. Elle veut pas répondre. Non, elle, c'est une fausse. Elle, c'est une fausse gauchiste aussi, là. Il y a beaucoup de ça en passant. Ça vit comme des gens de droite, mais ça fait semblant que c'est de gauche. Il y en a plein de ça. Une crise de Il y en a gang. beaucoup. Penses-tu même pas que Barack Obama est à gauche pour vrai? Non. Sinon, tu vas pas mettre ton cul dans un jet privé si t'es à gauche. Tu t'en vas comme une auto, si tu fais un raid de 500 km en char. Hey, Non, tu sais, c'est- en parlant d'avion, Kennedy Junior qui prend un vol commercial pour se déplacer, c'est spécial. Oui, t'as peu. Économie. Ah oui, non, c'est ça, économique, exactement. Pas en avant. Ah non, là. les trois, tu sais, 3 rangées d'un bord, 3 rangées de l'autre, mono-couloir, t'es tassé comme le Christ, puis lui, il est là. Ben, la fille de Trump fait ça. T'sais. Fait que, quand ça passe ses dépenses,
je voyage économique. Oui, exact. Puis quand ça sera un voyage pour moi, ben, quand je vais prendre mon argent, ben, je prendrai le jet privé s'il faut. Mais c'est moi qui vais le payer. Exact. Je peux-tu, Jeff? Je peux-tu faire écouter une cote avant qu'on... J'imagine qu'elle a... Ouais, on avait presque fini. Regarde, je suis tout là. Non, c'est juste une petite cote. C'est que hier, j'ai écouté... tu sais que moi, j'écoute des podcasts ailleurs. Ça fait qu'hier, j'ai écouté le grand podcasteur Olivier Primo, qui a reçu tous les candidats de Québec pour ce qui est de la prochaine élection. Puis il a reçu La Chance. Il a reçu Stéphane. Et j'ai écouté ça à matin... Parce que je me lève tôt depuis que mon corps se répare. Fait que le matin, j'ai un petit moment pour écouter les affaires. Ça fait que j'ai écouté ça ce matin, puis à un moment donné, il y a un bout que j'ai dit ah ben, tu sais, parce qu'on a déjà dit, puis je vais reprendre tes mots parce que tu l'as dit, puis j'étais d'accord avec toi. Tu avais dit, je pense qu'Olivier Primo, il est un peu nono. Ben, malheureusement. Ben, j'avais dit à lui. Ben oui. Ah, tu y avais dit à lui, tu veux dire, tu y avais... Ah, ouais, oui, tu avais répondu écrit. sur X. Non, oui, je m'en rappelle. Ouais. Fait que là, j'écoute cet extrait-là, puis là, je me dis, ben voyons, OK, il savait pas ça, tu sais. Fait qu'on va l'écouter, puis tu vas comprendre ce que je veux dire. C'est fou le trafic à Québec. Ouais. Bon, c'est beaucoup moins long que toutes les Laval, Montréal de ce monde. Bon, là, juste avant qu'on oublie de parler du tramway, là, tu me parles de la dalle de béton. Le chemin de ton parti, il part de où, puis il va jusqu'à où? Puis c'est-tu le vrai tramway? C'est-tu un tramway, pas de rail? Fais-nous tour de ça. C'est pas compliqué. Respect citoyen, il n'y en aura pas de tramway. Ah! C'est zéro. Il n'y aura pas de tramway parce que c'est un mauvais projet. Fait que c'est quoi le moyen? C'est pour ça que je te le demande. Ben, premièrement, je vais t'expliquer avant pourquoi c'est le mauvais moyen. Un tramway, pas de rail, c'est pas un tramway. Mais il n'y aura pas de tramway. Il n'y aura pas de tramway. Non, mais mon point là-dedans, c'est que... je comprends pas son affaire. Ben, tu comprends pas parce que il sait pas que Stéphane... OK, donc il n'a pas écouté il n'a pas lu... Même pas, il n'a pas lu les programmes des gens qui interviewent. C'est pas ça. C'est qu'il ne faut pas que tu cherches longtemps. C'est pas quelque chose de très profond dans le programme de Stéphane Lachance, là, avoue. Tu n'as pas besoin de faire une grosse recherche pour savoir que c'est le gars qui ne veut pas de tramway. Olivier Primo, c'est un gars très en surface. Ben là, c'est parce que c'est ça que je me suis rendu compte quand j'ai écouté ça. Je dis, voyons, comment c'est que c'est pas ça? T'as pas besoin. Là, il dit, ouais, mais je peux pas tout savoir, ces candidats. Voyons, moi, c'est parce que... Voyons, Chris, sinon... Ça, c'est comme le minimum là, que tu dois savoir. Là. Ben oui, voyons. Anyway, le programme de chacun des partis, tu vois, sur leur site web, ça prend 5 minutes. C'est pas... non, mais ça m'a comme surpris. Tu passes pas 3 heures là, à lire ça. Là. Ça m'a comme surpris. 5 minutes. By the way, c'est pas très bon, là. C'est pas très bon, les affaires qu'il a faites. C'est correct. C'est correct parce qu'il faut en parler de politique municipale. Puis dans ce cas-là, c'est mieux de le faire que de ne pas le faire. Mais je veux dire, je te dirais que c'est bizarre. C'est un peu bizarre. Oui, mais c'est chacun sa job. Tu sais, lui, moi, je serais pas bon pour opérer le Beach Club. Non. Tu sais, moi, je serais pas bon pour opérer sa patente il y a une affaire de drink, là, je sais pas trop, là. Tu sais, je sais pas. C'est ça, lui, je connais pas ça, moi, les affaires de drink. Il porte des produits. C'est un gars qui est il porte toutes sortes d'affaires. Mais pourquoi moi, je suis capable d'admettre que beaucoup de choses que les gens font, puis j'admire de ce qu'ils font parce qu'ils sont bons dans leur domaine, Chris, moi, je suis capable de l'admettre, mais pourquoi tout le monde pense qu'ils peuvent venir dans mon domaine puis faire la même chose puis être pas pire? Je dis pas qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Mais Chris, c'est tough. By the way, je comprends qu'aujourd'hui, tu as un micro, une console, puis tu mets ça sur Spotify, puis tout le monde peut faire ça. Mais Chris, c'est pas ta job, là. C'est pas bon, là. C'est pas bon. Puis on le voit. Là, il y a un nettoyage qui se fasse. Il y a beaucoup de mauvais podcasts. Moi, je suis pour beaucoup de podcasts. Je veux que le podcast devienne le média numéro 1. Mais le danger, c'est que s'il y a beaucoup de faux podcasters, de mauvais podcasters, ça va finir par faire l'effet inverse. Ça va nous faire mal. Anyway, c'est ça que... Puis quand on écoute, là, il passe... c'est bizarre la façon que il réussit jamais à aller à un bout d'un sujet, puis il passe à l'autre sujet. Puis à un moment donné, là, il se rend compte qu'il vient de passer à un autre sujet. Puis là, il dit « Ah, excuse, il dit finalement, on n'avait pas fini ce sujet-là. » Puis là, ça n'arrive pas une fois, là. Ça arrive au moins genre 7, 8, 9 fois, là. Puis là, c'est comme, OK, c'est quoi? T'as-tu un... C'est comme un petit déficit d'attention, peut-être. Tu sais, Gérard Alain, c'est pas sa job, là. Gérard Alain, c'est un humoriste. Ouais. Mais au moins, il a l'intelligence
quasiment de faire sentir, regarde, je veux te connaître, je sais pas tout, il manque des affaires. C'est pas lui qui donne le show. Il y a des affaires, au moins, lui, il a compris un concept qu'il faut que tu comprennes au départ dans quelque chose que c'est pas ton domaine. Il l'a compris. Là. Il l'a compris. D'ailleurs, il l'a tellement compris qu'il n'était pas le même au début. Parce que moi, je l'ai écouté c'est au ça, début. Exact. Au début. Il est comme devenu le même. Il a compris que son invité, c'est lui que le monde veut l'entendre. Lui, il est très utile là-dedans parce que lui, il fait ses recherches. Tu auras remarqué qu'il a sorti des affaires. Il a vraiment fait une recherche sur toi dans le show. Exact. C'est ça. Donc voilà pour les radios Pirate News d'aujourd'hui, les amis. C'est fait. J'entends très bien. Go Avalanche Go. Avec le chandail des Nordiques. Oui, évidemment. Et le fleur de Ça te fait chier, ça. T'es fragile? Je pensais pas que t'étais fragile de même. T'es une chochonne. RadioPirate.com. A definite breakthrough step in home entertainment. This is going to give you the energy to go on. Radio Pirate. OK, bon, les boys, finalement, on a eu un petit peu de retard. C'est comme ça quand on fait du podcast. C'est pas durer 40 minutes, ça dure 1h10. Donc, on n'est jamais en contrôle ben de ce qui se passe. On dirait que le temps... Là, tu me fais faire une entrevue qui va durer 45 minutes. J'ai faim, j'ai pas dîné, puis t'as un gilet de In-N-Out Burger. Là. Oui, j'ai un chandail de In-N-Out Burger. C'est ça. Qu'est-ce que Jeff? C'est gentil. C'est beau, hein? Parce que c'est de l'incitation à la haine. Oui. Puis, regarde, non, je suis un méga fan. J'ai même le chapeau en passant. Tu sais, le chapeau de cuisinier, j'ai le chapeau aussi. Hey, salut les boys. Donc, il y a le parfum aussi. Content de vous jaser. Juste avant de voir ce qui se passe de votre côté, je veux saluer notre chum Frank qui a fait un très, très bon tweet. J'aime les bons tweets. Notre gang fait souvent de très bons tweets. Frank, son côté, on est chanceux. On a Jerry, qui est un gars qui met de la sauce rouge sur de la pizza, sur une pâte. Exactement. Et on a notre ami Yann qui fait des chiffres et des placements. Puis on a Frank qui est le philosophe. Puis on a Mr. White qui fait des gaffes. Donc, on a vraiment une belle équipe. Donc, j'ai aimé parce que c'est un peu le sujet qu'on parle régulièrement. C'est comment les Québécois sont mêlés et où ils font pas de lien. Moi, je pose souvent ces questions-là à beaucoup de monde. Comment ça se fait? Puis je vais revenir là-dessus parce que je l'ai parlé avec qui, je ne me rappelle pas avec qui, mais j'ai dit tabarouette. Les Québécois, c'est vraiment plus des républicains. On a joué ensemble. C'est vraiment plus des républicains, des gens de droite, surtout les francophones, les gens de région. En passant, on a du monde à Normandin, Frank. Juste te dire ça. Ben oui, il y a des gens qui m'ont dit hey, j'ai connu des pirates, on écoute Yann et Frank, vous autres. Puis, on est une gang de redneck de Normandin. Puis, on s'est découvert sur le tard. Donc, vous êtes salués, les pirates de Normandin. C'est cool, ça. Donc là, j'essaie de le comprendre. Comment on peut être dans la vie de tous les jours, puis on fait des farces, des pick-up, les side-by-side, les affaires, mais c'est ça dans un paquet de sujets. On l'a vu cette semaine avec le sondage, OK? Ils sont pour qu'on donne un coup de barre dans l'histoire des syndicats. Ils sont pour qu'on coupe des fonctionnaires. Donc, ils sont très doges, sont très... c'est assez le pouvoir syndical, donc ils sont assez conservateurs et de droite sur à peu près un paquet de sujets qu'on leur pose individuellement. Mais ils votent en communiste. Moi, c'est ce bout-là. Puis ton tweet, je ne sais pas si vous voulez le lire, là, mais ton tweet que tu as fait, il est right on target sur l'ambivalence des électeurs québécois. Moi, souvent, je dis, les Québécois avec un bulletin de vote sont dangereux à Christ. Donc, c'est un peu ça. Là. Ben, je donnais des exemples dans ce tweet-là. Je disais, les Québécois veulent donner un mandat majoritaire au PQ, mais ils ne veulent rien savoir d'un référendum. Ouais. À Québec, quand tu demandes aux gens, ils ne veulent rien savoir du tramway, mais ils vont élire Bruno Marchand. À Montréal, tu parles à n'importe qui, c'est tout le même discours. Je suis plus capable, les cônes oranges, les pistes cyclables, tout ça. Mais le seul candidat qui propose de changer de voie par rapport à ce qui se fait, il y a 8 %. Si tu demandes aux citoyens s'ils trouvent que le gouvernement dépense trop, ils répondent oui. Mais si tu coupes 3 piastres à quelque part, ils sont dans la rue en disant que c'est de l'austérité. Oui.
Ils disent qu'ils sont pour l'environnement, mais le Parti vert fait 0. Tout le monde tripe sur Manon Massé, mais QS est à 6%. Ils détestent Trump à en mourir parce qu'il est supposément protectionniste, mais ils veulent faire de l'achat local puis manger des fraises de saison. Tu sais, c'est. Puis là, mais moi, je trouve l'exemple de. Apporter quelque chose supplémentaire à son tweet. Tu disais, au plus profond d'eux-mêmes, les Québécois, des fois, sont pas mal plus redneck qu'ils pensent. T'sais, on a plusieurs articles sur Pilule Rouge cette semaine. On en a qui parlent de Bruno Marchand, une entrevue avec Myriam Segal. Il y en a un qui parle de criminalité. Il y en a un qui parle de liberté d'expression. 2 de santé. Un pour l'avenir de la droite à long terme. Et un qui parle, les Québécois disent non à la confiscation des armes à feu. Quel post a été le plus populaire cette semaine sur Pilule Rouge, selon toi? Puis pas rien qu'un. Les armes à feu, de loin. Les armes à feu. Ben oui, c'est sûr. Le post, c'est les armes à feu. Okay, on est redneck, sacrément. Maintenant, on va s'assumer un peu, là. Tu sais, on vote comme des New-Yorkais, mais on vit comme du monde du Midwest, là. Ben oui. Mais tu sais, regarde, mais l'affaire de Manon Massé, moi, c'est malade. Là. Un matin, tu lis les journaux, puis depuis hier, ils sont sur le bord de la canoniser. Là. Ils sont sur le bord de... Comment il s'appelle, le nouveau pape? Là? On a changé il n'y a pas longtemps. Là. François. Non, c'est plus François. Non, c'est plus François. Le nouveau, comment il s'appelle? Là? Le gars qu'on voulait savoir s'il était pro-Trump, il aimait les homosexuels, puis tout ça. Là. Oui. C'est toujours ça la question. Le gars qui aime les Cubs, je ne sais pas si les Cubs. C'est ça. Ils sont sur le bord de demander de canoniser Manon. Oui. Et là, tu lis les journaux, puis regarde, j'ai les en avant de moi, là, c'est malade. Là. Tu sais, Manon Massé, une députée pas comme les autres. Manon Massé, elle aurait été bien plus qu'une députée. Le départ de Manon Massé, la fin d'une époque. Départ de Manon Massé, elle va nous manquer. Là, il y en a 50 de même. Là, t'es comme, mais si elle est si bonne puis si extraordinaire que ça, puis tout le monde l'aime. Tu sais, c'est le fameux baromètre des personnalités politiques les plus aimées. Là. Tu regardais ça à GND, tout le monde l'aime. Manon Massé, tout le monde l'aime. Ils se présentent n'importe où, sauf dans les comtés où ils sont. Ils font 3%. Oui. QS vient de faire 1% dans Arthabasca. 1%. Ah, Manon, je l'aime. Et elle est fine. Et que je l'aime. Ben là, vous l'aimez ou vous l'aimez pas? Ben, on est des rednecks avec beaucoup d'émotions. Là. On va dire ça. Là. C'est beaucoup ça, là, parce que la fille est différente. Elle a un pinch, elle a un gros bouton, puis elle fume des cigounes, puis elle roule des vieilles motos. Mais la réalité, comme politicienne, est bonne à rien. Là. Comme politicienne, elle n'a pas été bonne. Elle peut-être du cœur, elle vient du milieu ouvrier, elle vient d'un milieu défavorisé, du milieu communautaire. Sauf que comme politicienne, je suis désolé, là, mais les gens ont peut-être du cœur puis ils la trouvent bien bonne, là, mais comme politicienne, elle a été pourrie. Elle a été aussi mauvaise que n'importe quel député de la CAQ. Là. Bruno Marchand vient du communautaire. Là. Fait que, arrêtez, lâchez-moi le communautaire. Là. Mais elle n'a rien géré, puis elle n'est pas dangereuse pour le système. Fait qu'elle a le droit à son tour de glace. Oui. En fait, le système, là, un moment donné, les gens, il va falloir qu'ils comprennent un peu comment ça fonctionne. Si tu n'es pas menaçant, si tu ne menaces pas personne, le système va te gâter. Et on va te donner une tribune, on va te laisser t'exprimer. Puis à la fin, on va dire que tu étais vraiment, vraiment bon. Puis on va te trouver un petit job aussi comme commentatrice à Radio-Canada s'il faut. Inquiète-toi pas. Si tu ne fais pas chier le système va te prendre en charge. Exact. Ça a toujours fonctionné. Il va te récompenser. Au Québec. Fait que le dernier tour de glace présentement qu'on offre à Manon Massé, c'est très galant, c'est très respectueux, Mais en même temps, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. C'est voici le comportement encouragé par le système. Fais pas chier le système, puis sois pas dangereuse pour le système. Si tu respectes ça, on va bien te traiter, Manon. GND va avoir le droit à son dernier tour de glace aussi. Oh oui, aussi. Fait que tu sais, c'est comme... Quand tu vois ça aller, tu te dis, OK, mettons qu'Éric Duhaime rentre à l'Assemblée nationale demain matin, puis au bout de son 10 ans qu'il nous avait promis, son marathon de 10 ans, il finit par prendre sa retraite, il est dû, il est tanné, puis il s'en va. Il va-tu avoir droit à son tour de glace? Ben, s'il n'y a rien shaké du système, oui. C'est ça. Ben, moi, je pense qu'il est tellement vu comme une menace pour le système qu'il n'aura pas le droit à son dernier tour. Même s'il n'y a rien fait, moi, je comprends. Oui. Puis, tu sais... tout est basé un peu là-dessus. C'est que c'est un système d'incitatif qui est en place pour encourager les gens à ne pas être en dehors du système. Tu sais, nous autres, on s'est fait excommunier du système, ça fait longtemps. On est en dehors du système. Là, normalement, on ne devrait pas avoir voix au chapitre. On les fait chier parce qu'on s'est comme fait des petites patentes qui nous permettent d'être écoutés quand même puis de s'exprimer puis quand même. Être dans le système, même s'ils ne veulent pas. Fait que, tu sais, on fait chier le système en sacrament.
Est-ce qu'on peut faire un parallèle, mettons, avec le show business québécois? Dans le sens que tu es dans l'espèce de système de show business. Et là, tu peux rentrer à Radcan puis à TVA. Oui. Tu peux être invité dans un show de chaise, puis tu peux donner des spectacles. Mais quand tu sors d'un peu du système... Puis tu vas faire des shows à Saint-Jean, à Gros-Casabonne. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Si tu sors du système, il faut que tu chauffes des grues après. Là. Guillaume le C'est ça qu'elle fait. C'est ça qu'elle fait, Casabonne. Ben, c'est ce que j'ai entendu. Elle a passé un cours de grutier puis elle a conduit des grues. C'est très cool. Mais je trouve ça pas. On comprend le message qui est envoyé. Là. Ben oui. Sors pas du rang, mon esti. Oui, c'est ça. T'es mieux d'aimer les travaux manuels après. Là. Moi, j'ai connu un ancien député à Dekis qui, quand il a retourné à son travail après avoir perdu en 2008, c'était un cadre dans un ministère. Ben, il gérait un armoire à arbalète quand il est arrivé. Là. Ah oui, ils l'ont puni. 3 ans plus tard, je le croisais encore dans l'édifice à bureau, puis il était encore à gérer son armoire à balai. Tabarnache. J'en ai au-dessus de 150 000 par année. Et pourtant, il était dans l'ADQ qui avait quand même une fois, comme parti de l'opposition, pas bien brassé le système en plus. Oui, mais il n'était pas dans la bonne gang. C'est ça. Ben, c'est pour ça que si tu es un conservateur ou quelqu'un de droite, entre guillemets, puis tu espères exister dans les médias, il faut qu'une fois de temps en temps, tu donnes un coup de jarnac à ton propre camp et que tu dises, tu sais, Poilievre, c'est quand même un dangereux, là. Soudain. Oui. Et ça permet, je pense, d'allonger des carrières. Là. Ouais. Ce que Rodolphe Ossinio a oublié de faire puis que Jacinta n'avait pas accepté de faire. C'est ça. Puis le texte de Radio-Canada juste vous dire, le texte de mercredi matin dans le site de Radio-Canada, qui n'est pas signé par personne, avec 10 supposées sources. Si vous voulez savoir ce qui m'énerve des médias, là, quand ils nous font croire qu'eux autres, ils informent puis qu'ils disent la vérité, puis etc., regarde, c'est des crosseurs. Il n'y a pas 10 députés qui leur ont dit que Poilievre ne méritait pas d'être chef. Qui a signé le texte? Qui est derrière ça? C'est quoi le texte? Va-t-il avoir un impact sur le futur de Poilievre? Non. Est-ce qu'il va avoir un impact, par contre, à essayer de réhabiliter Dimitri Soudas, qui a passé en dessous du coffre de char, en dessous du char de Stephen Harper, puis probablement de toute la gang de conservateurs? Oui. On voit tout ça, là. Ben, ça, c'était... Hey, Dimitri, méchante passe l'histoire à Dimitri Soudas. Là. Dimitri, là, c'est quoi? C'est dans les années 2015-2016 qu'il a pris sa carte de membre avec le Parti libéral pour supporter sa conjointe? Oui. C'est autant clôture, là. Peux-tu arrêter de le présenter comme l'ancien conseiller de Stephen Harper? Là? Harper le déteste présentement. Là. Ben, il l'a carrément renié. Là. C'est ça qu'il a fait là, dans... Il y a une semaine, vendredi à peu près, qu'il a répondu à l'article qu'il a écrit comme c'est quoi, c'était dans le Toronto Star? Moi, je pense que Dimitri n'a plus le droit d'utiliser le nom Harper dans ses présentations. Je pense que non. Ah, ben c'est ça. Là. Parce que les gens ne savaient pas ça en passant. Toute l'histoire de sa femme, avec ses enfants, qui finalement a une relation avec une élue libérale, lâche sa femme, s'en va... Tu sais, les gens se demandaient comment ça avait fini avec Harper. Ben, ça a fini pas mal de même. Là. Puis, la dernière, il y en a qui vont dire que c'est personnel. Non. Oui, habituellement, oui. Les histoires de chambre à coucher, ben, c'est ça. Là. Tu sais, ça, il faut le savoir parce que ça indique beaucoup de choses. Donc, l'histoire de... Parce que moi, de mon livre à moi, Dimitri Soudas, à la dernière élection, il a voté Carney. Il ne l'aura pas dit, mais on est capable de lire entre les lignes. Il a trippé sur Carney tout le long de la campagne électorale, puis il a renié Poilievre. Il n'aime pas Poilievre, parce que Poilievre n'aime pas Poilievre. Dans son texte, qui d'ailleurs, la preuve que l'objectif de ça, c'était pas d'informer le public de quelque chose, mais de parler à des insiders puis d'essayer de faire bouger de quoi, c'est qu'il a publié son truc d'opinion derrière un paywall. Entre toi et moi, si tu as envie si tu dis, hey, Poilievre, là, c'est dangereux, il faut que j'en informe la population. Je veux que tout le monde le sache. Je veux que tout le monde le sache. Je publie pas ça dans le Toronto Star en arrière d'un paywall. Là. Non. Tu dis au journal, tu vas mettre ton texte public. Là. Je te donne mon texte, puis je te donne l'actualité, mais je veux que tout le monde puisse le voir. Il n'est pas en arrière d'un paywall. Ben oui. Donc, s'il est en arrière d'un paywall, c'est qu'il sait que l'objectif n'est pas d'informer le plus grand nombre. C'est juste que ça se rende en haut à travers la gang. Voilà, merci. Oui.
Mais tu sais, il va quand même avoir un ménage à faire dans la députation conservatrice fédérale. Là. Ça fait longtemps qu'on en parle, là, puis il va falloir que ça se fasse. Là. C'est assez. Là. Il y a du monde qui doit ne pas se représenter à la prochaine élection. Puis je pense qu'à un moment donné, Pierre Poilievre, il va falloir qu'il reprenne contrôle de l'aile québécoise. Ouais. Je sais qu'ils ne veulent pas faire ça. Ils ne veulent pas faire ça parce que autant Harper que les autres sont terrorisés de penser que le Parti conservateur pourrait se rescinder. Ils veulent pas ça. C'est ça que tu disais, par exemple. Mais à un moment donné, il va falloir que ça se fasse. L'aile québécoise conservatrice est malcommode, elle n'est pas du monde, elle est ingérable, puis elle n'est pas loyale au parti. Elle n'est pas loyale aux idées non plus, by the way. À un moment donné, il y a du ménage à faire. Là. Non, c'est ça. Puis tu sais, maintenant, dans la vie, il y a, comment on dit, le silence est d'or. Là. C'est à un moment donné, ton silence parle plus que tes paroles. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est... Je peux pas dire que les députés, tu sais, essaient de backstab. En tout cas, publiquement, ils font pas de sortie contre leur chef. Ils font pas de... Tu sais, ils sont relativement mais ils tirent pas de corde quand il est dans un trou, par exemple. Voilà. Normalement, tu devrais voir toute la députation dire ce que moi j'ai dit personnellement dans une chronique. Là. Je disais, attendez une seconde. Là. Justin Trudeau, là, il y a eu un blâme de la commissaire à l'éthique qui disait qu'il a fait de l'obstruction dans l'enquête d'SNC-Lavalin en 2019. Le chef de l'opposition à l'époque, qui était Andrew Scheer, a demandé à la GRC d'enquêter sur cette obstruction-là. Et la GRC a dit elle-même qu'ils n'ont pas enquêté parce qu'il y avait un manque de collaboration avec le bureau du premier ministre. Crime. Et ça, là, si tu te fais poser la... Et dans le podcast, dans l'entrevue que Poilievre a donnée, parce que ça, c'est une autre affaire. Tous les médias parlent de ça. Personne n'est allé écouter l'entrevue à Northern Perspective, que moi, j'étais allé faire. La question qui est posée à Poilievre, c'est si toi, tu avais été à la place de Trudeau dans ce dossier-là, qu'est-ce que tu aurais fait si tu t'aperçois qu'il y a du monde qui font de l'obstruction à la justice? Et il répond, je pense que ça mérite la prison. OK, c'est ça la phrase. Et c'est ça qui a été dit. Et il a absolument raison. Il y a des articles du Code criminel que si tu fais de l'obstruction à la justice, ce que la commissaire à l'éthique a dit que Trudeau avait fait avec Jody Wilson-Raybould, à un moment donné, je comprends qu'il n'y a pas eu d'accusation, mais qu'est-ce qui est si farfelu que ça dans ces propos-là? Qu'est-ce qui est si fou que ça dans ce que Poilievre a dit? Il n'y a rien de fou là-dedans. Je veux dire, Québécois nous a chié un livre qui disait que Jean Charest devrait finir quasiment en prison à cause des malversations. Ils ont mis sa face dessus tout croche, puis ils ont appelé ça PLQ Inc. Oui. Ça, ce livre-là, c'est correct ou c'est de la désinformation puis de l'extrême droite? Puis, il y a combien de journalistes au Québec qui voulaient que Trump finisse avec des menottes? Ben, il y en a plein. Toute la gang. Toute la gang veulent que, pour des raisons qui sont hors de la politique, il y a des histoires de building, d'évaluation de building, là, patente qui aurait pogné le cul une fille dans le département des manteaux d'hiver chez Macy's. C'est boire. Sarkozy est en dedans. Oui, Sarkozy est en dedans. Là. Sarkozy est en dedans, mais pour des affaires un peu légers, si on compare à... Ouais. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que... les politiciens devraient avoir peur d'aller en prison. OK? S'il y avait peur d'aller en prison, puis il y avait des chances qu'il y ait en prison, des affaires comme Northvolt, il n'y en a pas. Des affaires comme comment est-ce qui s'est passé pendant la COVID, il n'y en a pas. Il y a une limite à ce qu'ils peuvent faire, une limite à ce qu'ils peuvent dépenser, à ce qu'ils peuvent employer, à ce qu'ils peuvent embarquer. Il y a un paquet de raisons où ce que moi je vois, ce que je suis surpris de voir qu'un gars comme Fitzgibbon n'a pas été enquêté, puis que ça aurait pu... Que les gens qui sont impliqués dans le scandale, là, on apprend que le scandale de la SAC, ça va finir à 3 milliards. Moi, j'ai parlé avec quelqu'un de haut placé dans une entreprise qui fait ce genre de contrat-là. C'est le patron de l'entreprise, c'est le numéro 1 de l'entreprise. Il y a près de 1000 employés sous sa charge. J'ai dit, je te donne le mandat, je sais quel mandat tu as fait pour telle ville et tel gouvernement. Je sais quel mandat tu as fait, je sais les coûts, je sais toute la patente. Si je te donne le mandat de la SAC, comment ça te coûte? Il dit, premièrement, mauvais choix technologique pour la plateforme, c'était pas fait pour ça. OK? Donc, ils ont pris le projet d'Australie qui déjà est un projet problématique. Donc, ils savaient en partant que ça allait être un gros problème. Donc, ils ont fait ça. Boum! Là, il dit, regarde, il dit, moi, si je pogne le dossier, c'est quand même assez simple. Il dit, si je me mets des buffers parce qu'ils vont demander plein d'affaires en cours de route, il dit, avec 200 millions, je fais un esti beau profit. OK.
OK? Donc, ça va finir à 3 milliards, cette affaire-là. Ça va finir à 3 milliards. Moi, excusez-moi, là, si Sarkozy est en dedans pour ce qu'on lui reproche que le juge y a dit, parce que le juge pense qu'il aurait dû savoir, ben, si moi, je me fie à nos affaires, à nous autres, ben, il y a tous ceux qui ont... Tous ceux, pas juste des élus, là, des hauts fonctionnaires, des gens dans des firmes. Il y a peut-être 50 personnes qui devraient être à procès pour un détournement de fonds. Parce que ça, c'est grave. Ça aussi, c'est du vol. Mais ça ne l'est plus ici. Arrive Cannes. Tout ce qu'on a su sur cette application-là, qui ont payé 50 millions au-dessus à une business qui n'existait même pas et qui était carrément barré des appels d'offres du gouvernement après. Et 2 tickets de New York ont recréé l'application en 2 jours. Oui. Pas de sens. Je veux dire, à un moment donné, puis là, après ça, ils viennent nous dire, ouais, mais si t'es conservateur, tu crois en la loi et l'ordre, puis tout ça. Ben oui, justement, ça vient avec à un moment donné, tu veux que la loi soit respectée. Comment ça qu'on a des élus qui dilapident les fonds publics dans des affaires qui sentent la crosse à plein nez? Et il n'y a jamais aucune conséquence. Il n'y a jamais personne qui fait ses boîtes nulle part. Il n'y a jamais personne qui a un procès. Il n'y a jamais personne qui a rien. Par contre, si tu as donné 15$ au convoi de la liberté, ça se peut qu'on utilise la loi sur le blanchiment d'argent pour geler ton compte de banque. Ben ça, c'est un autre morceau. Tu sais, à un moment donné, moi, j'ai bien de la misère à croire qu'au Québec, dans les 40 dernières années, il n'y a aucun politicien qui est venu user de son influence dans le zonage de certaines terres. Pour privilégier des amis. J'ai beaucoup de difficultés aussi à croire que tous les politiciens qui ont vendu une propriété durant leur mandat, ou même un peu après leur mandat, l'ont vendu à la valeur marchande. Je pense que c'est arrivé, moi, de temps en temps, qu'ils l'ont vendu plus cher que ce que ça valait. Puis que l'acheteur, éventuellement, il était bien content de payer plus cher que ce que ça valait. Oui, moi, ça, on n'a jamais eu de scandale de même au Québec. C'est parce que ça arrive partout sur la planète, ce genre de scandale-là. Moi, je pense que c'est même arrivé qu'il y a des partis politiques là, qui avaient du staff politique qui était un peu trop saucé dans leur gang, là, puis qu'ils se sont rendus compte que c'était peut-être intelligent de les sortir du payroll puis de les mettre sur le payroll d'une entreprise à quelque part. Cette entreprise-là, le dirigeant, il donne 100$ par année pour respecter la loi politique, mais éventuellement, là, il engage un employé qui ne se crisse rien pour la compagnie, mais il est tout le temps en train de tweeter puis de faire chier tout le monde sur Internet. Non, ça, moi, je pense qu'il y a des partis politiques qui ont déjà fait ça au Québec. C'est sûr que oui. Mais il n'y a jamais aucun scandale là-dessus. Il n'y a jamais rien qui sort. Et nous autres, là, on a des règlements à n'en plus finir, puis on les respecte tous à la perfection. Mais Chris, à toutes les fois qu'il y a quelqu'un qui se fait pogner pour quelque chose, c'est bizarre, il est tout le temps un peu à droite. Pas pourquoi. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est bizarre. Tout le temps à droite. Hey, là, Sam Hamad, c'est pas drôle pareil. Hein? Sam Hamad, il a été dire dans une conférence de presse qu'il était ingénieur, toi. Il paye plus ses cotisations. T'as pas de crise de bon sens. Hey. Il a induit le public en erreur. Tout le monde prend pour acquis que Sam Hamad a une carrière en ingénierie qui est absolument respectable. Sam Hamad, c'est un ingénieur. Sam Hamad, c'est un ingénieur. Ça, on va pas y enlever. Là. Apparemment, oui. Si tu payes pas ta cotisation, tu n'as pas le droit de dire que tu es un ingénieur dans une conférence de presse. Ben oui, ça, c'est cave. Là. OK, plus de Yann et Frank dans la version Prime, les amis. On a 40 minutes de plus, donc plus que le double. Allez vous inscrire. La première semaine est gratis. Si vous voulez être membre de Radio Pirate, on vous attend. Thank you. Worldwide. Radiopirate.com. Next. JeffFillion.com. On est, écoute, un des sujets d'actualité qui fait réagir le plus au Québec depuis quasiment un mois et demi, 2 mois. Il y a une guerre entre le ministère de la Santé, le ministre de la Santé et les médecins. C'est un peu dur pour monsieur tout le monde de comprendre tout ce qui se passe parce que habituellement, ce genre de poutine-là, on n'est pas supposé de savoir ça. C'est supposé de se passer entre eux autres. Mais étant ce qu'on est avec un système public dans lequel on met énormément d'argent puis qu'on a l'impression qu'on n'a pas tous les soins qu'on devrait avoir, bien, ça devient comme un sujet d'actualité, mais c'est quand même dur pour monsieur tout le monde de savoir pour qui prendre là-dedans. Moi, je ne trosse pas les gouvernements jamais. Je sais que les gens ont tendance à toujours être contre les médecins, sauf quand ils ont besoin d'un médecin. Là, ils sont bien contents de les avoir. Donc, les gens sont contre les médecins parce que les médecins font beaucoup d'argent, donc ça les écœure. Donc, habituellement, les médecins mangent une volée. Mais de ce que je vois, de médecins que je connais, autant j'ai un chum avec qui je joue au golf qui est dans une urgence,
J'ai des chums qui jouent au golf, qui sont des spécialistes, qui ont pris leur retraite malgré qu'ils avaient encore le goût de pratiquer, mais que là, il n'y avait plus rien qui se passait. Donc, puis je connais aussi des radiologistes, je connais un paquet de monde. Puis les gens sont tous désabusés, sont tous démotivés. Et ça, au bout de la ligne, dans un système qui a besoin d'un peu d'air pour que ça fonctionne puis que tout le monde ait des soins, ce qui se passe en ce moment, c'est ni bon pour les patients, donc les contribuables qui ont besoin d'avoir des soins, c'est ni bon pour la motivation puis les gens à rester dans le système. Puis c'est pas bon pour le gouvernement non plus, parce que le gouvernement a l'air il a l'air de ne pas être capable de régler aucun problème. Donc, finalement, on a l'air d'avoir à créer des conflits, mais en bout de ligne, il n'y a personne qui gagne. Puis, il n'y a rien qui s'arrange. Donc, c'est une situation. Mais à la base, c'est quand même assez compliqué à comprendre. Donc, on a le docteur qui est avec nous autres, qui est Pascal Renaud. Pascal, tu es salué. Juste me dire tout ce que tu fais, parce que je sais que tu es un généraliste, je sais que tu es en clinique, mais tu fais également de l'urgence dans un des gros hôpitaux de la région de Québec. Donc, tu es salué. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux rajouter sur ta position? En fait, juste pour préciser, là, je travaille à temps plein à l'urgence de l'Enfant Jésus. OK. C'est ça mon travail de base. OK. Je suis aussi président de l'Association des médecins omnipraticiens de Québec. Oui. Donc, ça, c'est mon implication un peu plus syndicale. Je ne fais pas de première ligne. Je ne suis pas j'ai pas de cabinet où je vois des patients. Donc, moi, toute ma pratique se fait en salle d'urgence. OK. Donc, tu es médecin depuis longtemps? Depuis 2001. 2001. Donc, j'ai fait mon cours de médecine familiale, puis j'ai fait un certificat en médecine d'urgence, donc une année supplémentaire qu'on appelle le MU3 là, entre nous autres. Puis, ça m'a permis de travailler dans une urgence universitaire à Québec, donc à l'urgence de l'Enfant Jésus. Parfait. Est-ce que tu peux comprendre que pour monsieur tout le monde, même les gens qui sont plus politisés, plus intéressés par l'actualité, qu'on a de la misère un peu à suivre tout ce qui se passe? Et ça, c'est comme toujours dans tous les conflits du gouvernement puis des médecins, on sait que les gens, souvent, il y en a qui prennent pour les médecins, mais beaucoup de gens, les enfants gâtés se plaignent encore, etc., etc. On entend toujours la même rengaine. Mais est-ce que tu es capable de comprendre que pour monsieur tout le monde, c'est dur à suivre ce qui se passe? C'est très, très complexe, même pour les médecins sur le plancher qui ne sont pas les deux mains là-dedans. C'est difficile à comprendre qu'est-ce qui se passe actuellement. Puis, surtout que quand on écoute le discours du gouvernement actuel, ça va contre nos valeurs actuellement. Là. Il y a du doctor bashing là, partout. Puis, nous, on travaille fort. On voit des patients. Puis, dans ton introduction, tu disais les patients aiment les médecins quand ils en ont besoin. Mais en fait, les patients aiment leurs médecins, puis ils ont tendance à ne pas aimer les autres parce que le gouvernement actuellement nous font passer pour des salauds qui gagnent trop d'argent, puis tout ça. Donc, c'est quoi le litige? Est-ce que le litige est le même pour les médecins généralistes et les spécialistes? Est-ce que c'est tout le monde? Là, j'ai vu l'histoire du Collège des médecins cette semaine. Est-ce que tu es capable de m'éclairer là-dessus et d'éclairer les pirates là-dessus? Je peux simplifier un petit peu. Là. Je vais essayer de vulgariser un peu. Là. Le problème est similaire, mais un peu différent là, entre les médecins de famille et les spécialistes. Le projet de loi 106 que le gouvernement veut passer actuellement est beaucoup plus contraignant pour les médecins de famille. Puis, à la base, on partage quand même de vouloir prendre toute la population en charge. Par contre, le gouvernement, quand il nous demande de faire ça, il nous dit, il ne prend pas compte qu'il manque entre 1500 et 2000 médecins de famille au Québec. Si on se ramène là, dans le temps, il y a 20 ans, il y avait autant de médecins de famille que médecins spécialistes. Actuellement, il y a 10 000 médecins de famille puis autour de 12 000 médecins spécialistes là, dans différentes spécialités. Donc, on n'est pas capable, avec le nombre de médecins qu'on est, d'offrir des services à tout le monde. Puis, si on se ramène il y a à peu près 4 ans, on a 3 ans en fait, le gouvernement nous avait demandé offrir de l'accès à ceux qui n'ont pas une inscription à un médecin de famille. Ouais. Donc là, on a développé le GAP. Là, vous m'avez fait rire là, parce que je vous avais écrit par rapport à ça, puis vous avez fait un bon show par rapport au GAP. Là. Mais le GAP a quand même permis d'offrir à chaque année 150 000 rendez-vous à des patients qui n'avaient pas accès à un médecin de famille avant. Donc, le problème qu'on a actuellement avec le GAP, c'est que c'est pas nous qui gérons à qui on donne le rendez-vous. Nous, on offre une plage de rendez-vous comme médecin de famille. Puis, c'est le CIUS, ici, de la capitale nationale, qui décide, en fait, qui appelle les patients ou qui font ça par informatique maintenant, puis qui offre un rendez-vous. Puis souvent, ça prend 3-4 jours avant d'offrir ce rendez-vous-là.
Donc, cette partie-là, c'est hors de notre contrôle. Nous, on offre toutes les plages. Vous les 150 000 plages sont offertes. Le reste ne s'occupe pas de ça. C'est le gouvernement qui les remplit. Non, exact. Puis ça a été leur demande initialement de pouvoir les remplir. Donc, nous, notre offre de service est complète, là. Puis parfois, même s'il y a une grande demande, beaucoup d'attentes, il y a des plages qui ne sont pas comblées dans ces rendez-vous-là. Donc, les médecins n'aiment pas ça qu'il y ait des plages non comblées parce que, un, oui, ils perdent un revenu, mais deux, c'est un service à un patient qui n'est pas offert alors qu'on voulait la donner. Et pourquoi il y en a qui ne sont pas comblés? Ben, on ne sait pas. C'est le CIUS qui ne réussit pas à les combler. Donc, est-ce qu'il y a trop de retard dans leurs choses? Mais non, mais il y a une liste d'attente importante. Il y a plein de monde qui appelle. Puis malheureusement, il y a des plages qui ne sont pas comblées. Donc, est-ce que c'est le système informatique? Est-ce que c'est le CIUS qui n'est pas capable de toutes les combler? Il y a un enjeu. Ceci dit, on ne parle pas de 50 % des plages, là. Mais il y a à peu près un 3 à 4 % des plages qui demeurent pas comblées dans ce système-là. Est-ce que là-dedans, tu mets les patients qui ont un rendez-vous et qui décident de ne pas le prendre? Non, ils ne sont pas inclus là-dedans. Ils sont pas inclus là-dedans. Puis ça aussi, c'est un problème, là, ce qu'on appelle les no-shows. Oui. Ben, c'est parce que le patient prend une plage, ne vient pas, puis il y a un autre patient qui n'a pas accès à cette plage-là à ce moment-là. Là. Ouais. Puis le système du gouvernement, on va le dire, c'est amélioré. Maintenant, il y a une façon plus facile de canceller son rendez-vous. Okay. Donc, tu ne peux plus ou que tu n'en as plus besoin. Mais au début, c'était pas ça. Là. Au début, c'était difficile là, pour les patients de dire ben, je vais annuler mon rendez-vous. Là. OK. Donc, ça, c'est. Cette histoire-là, puis je comprends que pour les généralistes, il y a eu l'histoire là, que le gouvernement voulait gérer les patients par leur degré de comment ils sont malades. Donc, plus quelqu'un est en santé, moins il y a de chances de voir un médecin. Est-ce que j'ai compris exactement, ça? Exactement. Non, oui. Ça, c'est les fameuses pastilles de couleur. Là, oui. Qui s'est passé, ça tient. Est-ce que c'est encore dans le plan du gouvernement? Si on regarde les dernières offres qu'ils ont faites, qui sont disponibles sur le site du Conseil du Trésor, là, tout le monde peut aller les lire. On se croirait à SAQ, les pastilles de couleur. Il y a encore ça. Il y a encore le niveau de vulnérabilité du patient. Puis ça fait sens quand on regarde, on veut s'occuper des patients les plus malades. Par contre, le patient est vert jusqu'à temps qu'il tombe rouge. Là. Si on ne fait pas de prévention, si on ne voit pas les patients, on ne saura pas qu'il y a un diabète qui s'est installé. Voilà. On va l'attraper, puis là, le diabète va non seulement être présent, mais il va avoir une atteinte de sa rétine, il va avoir une atteinte de ses reins. Donc, le patient ne verra plus, va avoir des problèmes de dialyse qui vont peut-être être mis en place parce qu'on n'aura pas fait cette prévention-là lors de nos examens là, qu'on doit faire. Donc, moi, techniquement, au gouvernement, je suis un vert. Moi, je suis un vert parce que je suis allé voir un médecin privé pour un check-up de santé générale. Et puis, ça fait longtemps que j'y étais allé. Donc, mais normalement, dans le système public, moi, je ne prends pas de médicaments, je suis en forme, telle affaire. Moi, je suis un vert. Mais si je vais voir le médecin, puis je commence à plus voir clair, puis j'arrive à 65 ans, il va dire Christophe, tu as le diabète, toi. Ouais. Là, en ce moment, je suis comme, mettons, pré-diabétique, mettons, on va dire ça de même. Ben, là, je l'ai su là. Sinon, dans le public, moi, je vais l'être à 65 ans. C'est important que tu le saches là, parce que si tu ne l'avais pas su là, on t'aurait attrapé ou tu aurais eu des problèmes rénaux et des problèmes ophtalmiques. C'est ça. Donc, c'est vrai, ça la prévention a sa place. La prévention, elle a une place, la prévention. Exact. Donc, j'ai rencontré des médecins cet été, des chums médecins, puis j'étais au Costco. Puis il me dit, non, il dit, nous autres, on peut même plus faire, non. On n'a même plus la liberté, de voir des patients pour un examen annuel. Est-ce que c'est vrai, ça? Bien, il y a une littérature médicale qui est assez bien faite par rapport à ça, là. Il y a des groupes d'âge où on doit voir les patients de façon annuelle. Donc, les plus de 65 ans, tout ça. Il y a un jeune homme entre 20 ans et 40 ans n'a probablement pas besoin de voir un médecin toutes les années. Par contre, s'il y a des symptômes, il faut que son médecin soit accessible pour lui. Oui. Puis actuellement, c'est souvent des patients qui n'ont pas de médecin de famille. Puis le GAP venait remplir un peu ce besoin-là où je me suis tordu une cheville en descendant l'escalier. Je ne veux pas aller à l'urgence parce que je suis pas mal sûr que c'est pas cassé, je suis capable de marcher dessus, mais je ne suis pas capable d'aller au travail, je vais avoir besoin de me faire prescrire de la physio. Puis malheureusement, des fois, on a besoin de voir un médecin pour se faire prescrire de la physio pour que les assurances remboursent les frais de physio. Là. Donc, le système crée parfois des rendez-vous inutiles parce que les assurances le demandent ou parce que les autres professionnels ne les verront pas s'ils n'ont pas cette référence-là. Là. Exact. C'est-tu des rumeurs là, qui disent
On entend parler de ça des fois. Là. Tu vas voir le médecin, puis mettons que tu as un ou deux, tu as un rendez-vous pour voir le médecin, tu as 2, 3 problèmes. Ah non, c'est juste un problème à la fois. C'est vrai, ça? C'est quoi cette histoire-là? C'est pas quelque chose qu'on suggère de faire au médecin. Par contre, on sait que ça arrive. Puis souvent, ce que le médecin fait, il dit, mais écoute, j'avais prévu telle durée pour aujourd'hui, je vais t'en donner un deuxième rendez-vous où on pourra faire les problèmes. Parce que si chacun arrive avec 12 problèmes à son rendez-vous, ben à un moment donné, le dernier qui était prévu à 4 heures va passer à 10 heures le soir. Je comprends. Donc, les médecins sont la grande majorité sont assez professionnels pour se dire, bon, on va régler les problèmes importants actuellement, puis on se reverra pour un deuxième rendez-vous pour régler les autres. Ça, c'est. Puis moi, à l'urgence, quand un patient m'arrive avec 12 problèmes, comprenez qu'à l'urgence, je ne peux pas régler 12 problèmes d'un patient. Donc, souvent, ce que je lui dis, je dis, ben, dis-moi le plus important pour toi, mais montre-moi ta liste, je vais choisir c'est quel le plus important pour moi aussi. Parce que si pour lui, son onychomycose, là, ses ongles avec des champignons dessus sont plus importants que sa douleur à poitrine, je vais probablement plus le questionner sur sa douleur à poitrine. Oui, okay. C'est ça. Donc là, c'est quoi on parlera des spécialistes plus tard, là, mais pour les généralistes, là, c'est quoi l'os? Okay, mettons que tu rencontres le ministre, vous avez une discussion, vous mangez un hot dog les deux quelque part chez Micheline, pas loin. Au forum. Au forum. Oui, au forum. Tu jases avec, tu lui dis, gars, ça n'a pas de sens ce que vous faites pour telle affaire. Moi, je suis là-dedans tous les jours. C'est quoi qui t'énerve dans ce qu'il vous demande? Puis qu'est-ce que tu aimerais qu'il fasse à la place? OK. Donc, premièrement, de demander de prendre une affiliation de tous les patients, c'est quelque chose qui est impossible parce qu'il nous manque 2000 médecins. Donc, pourquoi il manque 2000 médecins? Parce qu'il y a eu une mauvaise planification dans le temps de combien de médecins qu'on aurait besoin. Je ne sais pas si vous vous rappelez, au début des années 2000, on a mis des médecins à retraite. Après ça, on a baissé le nombre de médecins qui rentraient dans les facultés de médecine. Est-ce que c'est encore le cas? Non, ça a été augmenté. Donc, un des rares bons points de la CAQ, là, ils ont augmenté le nombre de places en médecine. Donc, là, on est rendu... moi, quand je suis rentré, ils en prenaient 400 par année. Maintenant, ils en prennent 1100 là, à peu près autour de ça. Donc, ça, c'est la grandeur du Québec. Exact. Sauf que le programme. Oui, sauf que cet effet-là, pour les médecins de famille, on va le voir dans 7 ans. Là. Oui, c'est long. Donc, d'ici 7 ans, il n'y aura pas de nouveaux médecins. Il n'y aura pas plus de nouveaux médecins que ce qu'on a actuellement. Si on en rentre 1100 par année, on en sort combien à la fin? Bien, la clientèle, les médecins sont de plus en plus vieux. Puis, non. Je parle de la formation. Si je reste dans la formation. Ah, OK. Il en sort 1100. Là. À peu près tout le monde finit. Donc, il y a de rares exceptions qui ne finissent pas. Là. C'est bon, ça. C'est anecdotique. Il y a bien des places où c'est pas le cas. Là. Mais pour la médecine de famille, le problème, c'est qu'ils ne choisissent pas la médecine de famille. Ils vont choisir d'autres spécialités. Puis, pourquoi ils font ça? Bien, il y a plusieurs raisons. Quand tu finis en médecine familiale, tu ne t'installes pas où tu veux. Tu ne dis pas, moi, je veux travailler à Québec parce que mon conjoint est déjà là, puis il y a une job, puis je veux rester ici. Ils choisissent pour toi où tu vas aller. Bien, ils t'offrent certains choix, avec des choix limités dans la région de Québec. Puis en plus, cette année, ils ont encore baissé de près de 30 % le nombre de places de nouveaux médecins qui pourraient s'installer à Québec. Donc, ça veut dire que maintenant, ton seul choix qui te reste, c'est d'aller travailler dans des régions où tu ne voudrais pas aller. Là. Puis ça peut être la Côte-Nord, mais ça peut être aussi en banlieue de Montréal ou des endroits où pour toi, tu n'as aucun intérêt à aller. Donc, les médecins, les étudiants disent, moi, je ne choisirai pas la médecine familiale parce que je veux m'installer dans telle ville quand je vais finir, puis je ne veux pas me faire dire où aller pendant 3 ans. Donc, ça change certaines choses. Mais ça se règle facilement. Pourquoi ils ne comprennent pas ça? Là? Ben, écoute, on leur a donné là, des alternatives à ça. Nous autres, on a demandé au ministère, ça s'appelle là, les plans régionaux d'effectifs médicaux. Là. On leur a demandé d'abolir ça parce que nous, ce qu'on pense, c'est que si ça n'existait pas, les 70 postes par année qui ne sont pas comblés là, en médecine familiale par les étudiants seraient comblés. Ça nous ferait 70 médecins de plus à partager par année à l'ensemble de la province. Puis ici, à Québec, on a un gros enjeu. Là. On a 30 % des médecins de famille qui ont plus de 60 ans. Ouais. Puis ces 30-là, ils suivent 34 % des patients inscrits individuellement. Wow. Ça veut dire que d'ici quelques années, là, il va y avoir encore moins de patients qui auront un médecin de famille dans la région de la Capitale-Nationale. Puis en plus, cette année, ils ont coupé le nombre de médecins qui pourraient s'installer. Donc, il y a une planification qui est vraiment déficiente là, au niveau du ministère puis au niveau du politique. Les immigrants qui arrivent, qui sont médecins dans leur pays, là, est-ce que de leur faire... Je ne sais pas s'il y a un appoint qu'ils vont chercher, mais ça a l'air bien compliqué. Ils finissent souvent dans des taxis. Est-ce que ça, à ce niveau-là, on pourrait aussi améliorer des choses à ce niveau-là? Il y a déjà des accords. Quand tu es formé aux États-Unis ou formé en France, c'est beaucoup plus facile parce qu'ils ont des formations qui ressemblent à la nôtre puis qui sont... des pays d'Afrique où ils sont formés,
Ben, c'est le Collège des médecins qui évalue est-ce qu'ils ont la capacité de travailler aussi, ici ou non. Puis, parfois, c'est très différent la médecine en Afrique puis ici. Oui, je pense qu'on peut comprendre ça. Mais c'est pas nous autres, c'est le Collège des médecins qui gère ça, puis on leur laisse ce travail-là, c'est leur job. Là. OK. Donc là, ça veut dire que là, ce que j'apprends là, on n'est pas en train de s'améliorer et de régler. Parce que le but, là, je veux dire, si on voudrait être en amour avec le système public, là, c'est que tu as besoin d'un médecin, il t'appelle, puis tu vois un médecin en dedans de 2-3 jours maximum. Là. Et ça, on a l'impression que plus le temps avance, moins il y a de gens qui ont un médecin. Moi, j'ai pas de médecin. Moi, notre médecin, qui est extraordinaire, nous a laissé tomber à un moment donné parce qu'il se concentrait sur les femmes enceintes et tout. Donc, nous autres, on était 4 orphelins. Puis depuis ce temps-là, on va chez La Croix. Puis je dis pas que j'aime ça aller chez La Croix. Ils sont bons, là. Mais moi, je paye assez d'impôts, moi, de ma femme, puis même mes enfants maintenant. On soit capable d'avoir un médecin dans le public, mais je suis pas capable. Donc, je suis pas capable. Ça me frustre. Moi, sérieusement, ça me frustre énormément. Ça frustre tout le monde. Puis ça frustre les médecins aussi de ne pas être capable d'offrir ce service-là. Puis nous, ce qu'on avait... Ça fait 2 ans là, à la Fédération puis à l'Association qu'on travaille sur un nouveau mode de pratique. Puis ce mode de pratique-là, c'était ce qui se fait déjà là, par certains médecins dans la région de la Capitale-Nationale, là, mais c'est de l'uniformiser à la grandeur de la province. C'était qu'il y a une dyade, un médecin et une infirmière ensemble qui s'occupent d'une clientèle. Puis après ça, qu'il y ait d'autres professionnels, des physiothérapeutes, des psychologues, des travailleurs sociaux qui soient dans les cliniques aussi, puis qui nous aident là, à prendre en charge la population. Puis nous, ce qu'on avait comme prétention, c'est que si on allait vers un modèle comme ça, on réussirait à prendre toute la population, puis certains cas seraient vus par l'infirmière, les cas les plus simples, puis l'infirmière, lorsqu'elle verrait quelque chose qui ne marche pas là, actuellement, là, elle serait voir par le médecin tout de suite. Exact. Puis elle y parle, puis non seulement elle parle, mais elle le met dans son horaire pour le lendemain ou pour l'après-midi. Mais actuellement, il faut trouver un moyen de combler l'absence de 2000 médecins qui nous manquerait. Là. Puis quand le ministre se compare là, avec le nord de l'Europe, là, il nous dit oui, là-bas, ça marche bien, la première ligne, mais il oublie de dire qu'il y a 2 fois plus de médecins par population qu'ici. Il y a beaucoup de médecins en Europe, c'est ça. Donc, en proportion, ça fait une différence dans l'accessibilité. Nous autres, on leur dit 1000, c'est pas assez, qui manquent. Qu'il en fasse 2000? Ah oui, c'est ça. C'est 2000 qui nous manquent pour qu'on soit à l'équilibre. Ben, qu'il en forme 2000 par année? Oui, pourquoi il va y avoir des problèmes. Hey, on a 160 milliards. Je veux dire, former des médecins, ça coûte 1 milliard de plus. Prenez-les quelque part, coupez-les ailleurs. Moi, je comprends pas. Oui, c'est beau ce qu'ils ont fait cette semaine. On s'attaque aux syndicats. OK. Après ça, on s'attaque... c'est quoi, là? Il y a 2-3 sujets, puis les Québécois ont trouvé ça bien le fun. Sauf que la priorité des Québécois, c'est clair, c'est la santé. C'est le point numéro 1 et de loin. Après ça, c'est le logis. Ensuite, c'est l'éducation. Mais c'est toujours les mêmes 3-4 patentes. Sacrement, si la survie de ton gouvernement et de ta popularité, tu vois que 77% des gens sont tannés de comment le système de santé est. Tabarouette, mets tous tes efforts là-dedans. Mais le problème qu'on a avec le gouvernement... Pascal, ce que tu dis, là, ils me l'ont tout dit. Là. OK? Les gens que je connais, les gens que... Je te pose la question parce que je veux l'entendre de ta bouche, mais ils me l'ont tout dit. Donc, c'est-à-dire que si toi, tu le dis, les gens que je connais qui sont médecins, moi, je le sais parce que je parle avec des médecins, le ministre doit le savoir, le premier ministre doit le savoir, il doit entendre les mêmes affaires. Bien, tu te dis, OK, comment on fait pour en former 2000 au lieu de 1100? C'est déjà beau là, qu'ils en forment peut-être le double d'avant. Là. Mais on manque de médecins. C'est ça le constat. On manque de médecins. Bien, on forme des médecins. Je sais que ça va prendre 7 ans. Mais au moins, on va commencer aujourd'hui. Mais le problème avec les gouvernements, c'est qu'ils pensent en année électorale. Là. Ils ne pensent pas à long terme. Puis, on le voit par le projet de loi 106. Ben, moi aussi, ça m'écoeure. Mais le projet de loi 106, quand il dit en janvier, tous les patients vont être affiliés à un milieu. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'on commence une année électorale en 2026. Donc, lui, il veut pouvoir dire dans son bilan que chaque patient est affilié à un médecin. Mais ce qui va arriver, il y a 2 choses qui peuvent arriver. Il peut arriver que tout le monde va être affilié, mais personne ne va être capable de les voir parce qu'il n'y a pas assez de médecins. Ou l'autre chose que le ministre nous demande, puis il l'écrit même dans ses demandes, il veut qu'on voit 18 millions de visites par année. Actuellement, on en voit autour de 14 millions. Donc, si on veut faire ça, là, il va falloir qu'on réduise la quantité, la durée de chaque visite parce que les médecins que je connais, là, ils travaillent 60 heures par semaine à peu près. Est-ce que c'est vrai que vu qu'il y a plus de femmes, les femmes, eux autres ils ont des intérêts familiaux plus forts, etc. Il n'y a plus de gens qui travaillent comme dans le temps, là, le vieux médecin qui a été médecin jusqu'à 75 ans puis qui était toujours à son bureau puis qui n'a pas connu sa femme tant que ça. Puis que
on entend que les femmes, puis je le comprends si c'est le cas en passant, là, donc à cause de ça, il y a une productivité qui est moins grande. Est-ce que ça c'est vrai, ça? Ben, les études, ce que ça montre, c'est qu'en début de pratique, avec les congés de maternité, oui, il y a un impact. Ouais. Par contre, rendu à l'âge où les enfants sont à maternelle, ils produisent la même quantité de travail que les autres médecins. Donc ça, je ne pense pas que ce soit un enjeu, sauf pour les premières années de pratique, puis on comprend, là, tu ne peux pas être en congé de maternité pour voir des patients. On comprend ça. On comprend ça très bien. Ça, c'est pas le plus grand enjeu, mais ce qui risque d'arriver avec PL 106, c'est que les médecins vont quitter. Là. Puis habituellement, quand je l'entendais, c'était bon, il dit ça, mais il le fera pas. Là, on voit que ça commence déjà à être fait. Au niveau de l'Outaouais, les médecins s'en vont en Ontario. L'Ontario ont donné un arbitre. Ils ont dit, regarde l'arbitre, prenez la décision pour ça, parce que nous, on n'est pas capable de s'entendre avec les médecins de l'Ontario. Puis l'arbitre a réglé. Ça l'a donné 20 % de plus aux médecins. Bon, ça a donné plus d'argent aux médecins, mais le système va mieux fonctionner. Ils vont engager plus de personnel, ils vont s'assurer qu'il y a plus d'accès là, en première ligne. L'impact que ça a, c'est qu'il y a déjà des médecins en Outaouais qui ont changé de province. Puis ça, c'est des médecins qui ont travaillé, qui ont fait des soins pendant des années chez nous, qui sont déjà formés, qui sont prêts à travailler tout de suite, mais qu'on perd. Ouais. Le Bas-Saint-Laurent est en train de faire la même chose avec le Nouveau-Brunswick. Qui aurait dit à m'amener qu'un médecin préférerait aller travailler au Nouveau-Brunswick qu'au Québec? Oui, c'est ça. Mais là, ça va arriver à cause des conditions de travail qu'on a ici. Bon, encore une fois, même question. Ils voient, ils le savent, ils l'entendent. Pourquoi il le fait? Le docteur Pascal Renaud. C'est intéressant. Là, vous avez les premières minutes de cette discussion-là. Ça dure 1 heure dans la version full prime de Radio Pirate, OK? Radiopirate.com. Jeff Fillion. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end! Oui, j'ai soif. L'aubergiste. On va lancer le week-end. Extraordinaire. On lance le week-end, c'est l'automne. Dites-moi, est-ce que la météo s'annonce meilleure pour le week-end que ce qu'on a eu cette semaine? Je vais aller voir. D'habitude, je vais toujours fouiner. Mais je sais que c'est plate, là. Je sais qu'à l'automne, c'est toujours gris quand il mouille, puis c'est dur pour leur moral, mais on a eu quand même 3 mois. Non, il y en a qui vont me dire, Jeff, ferme ta gueule, toi, tu as eu du soleil 32 degrés toute la semaine, pas de nuages. OK, parfait. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on en avait besoin. C'est plate, mais on en avait besoin. On avait besoin d'eau. Donc, à un moment donné, il faut que ça tombe quelque part. Quelle température incroyable. C'est le paradis. Là. À un moment donné, t'es en octobre, puis tu t'assois dehors, puis tu peux quasiment te faire bronzer. Et pour vrai, là. C'est arrivé. Du bronzage, dans le sens que tu sais que tu vois. Mes filles l'ont fait dans une passée. C'était ça, là. J'étais en costume de bain dehors, là. Dans le spa, sors dehors, assis au soleil, comme en plein été, là. Puis t'es en octobre, là. C'est fou quand tu vois ça, là. Donc, on a profité énormément. En fin de semaine, non, ça va être nuageux. Pas de trompe de pluie. Là. Ça va être nuageux, à peu près 10 degrés, 10-12 degrés. Montréal, à peu près, grosso modo. Pas de gel, la nuit, 5 à peu près. Fait qu'on est là-dedans un peu. Là. En fin de semaine, moi, je fais un switch de filles. Une finit sa semaine de relâche, puis l'autre, Donc, on en drop une à l'aéroport. Elle saute dans l'avion dans lequel elle part, l'autre arrive. Hein, donc, c'est un switch. Un switch de filles. Un switch de filles. C'est bien dit, pareil. Donc là, aujourd'hui, on s'en va dans une place que j'ai eu cette chance-là de passer 5 jours dans une place tout à fait extraordinaire. C'est il y a 2 ans de ça. C'était quoi? À 40 km de Bordeaux, donc à l'est de Bordeaux. Moi, je suis arrivé là, j'ai pris le train. J'ai pris le train de Bordeaux jusqu'à Saint-Émilion. Saint-Émilion qui est possiblement une des plus belles communes de France. C'est beau. Ça n'a pas de bon sens. Puis une petite ville médiévale entretenue. Il n'y a pas de... Tout est entretenu. Là. Tout est parfait. Tout est soigné. Tout est élégant. Et tout autour, c'est des vignobles à perte de vue. T'es au cœur des vignobles. Même les vignobles entrent dans la ville. Ça donne un peu l'idée de la place. C'est tout à fait magique. Hey, même, j'étais là le 14 juillet, la fête des Français. Donc, feu d'artifice sur une ville médiévale au milieu des vignes.
Imaginez-vous le spectacle. Non, je vais m'en rappeler toute ma vie. La bouteille de vin dans les mains, la soirée avec les Français, la soirée feu d'artifice à la ville médiévale. Qu'est-ce qu'on va capoter? Puis tu sais, Saint-Émilion, c'est Château d'Aussonne, c'est Cheval Blanc, c'est Angélus, Château de Pavie, Château de la Gaffelière. C'est tous des grands noms. Il y en a des grands noms à pu finir. Donc, on parle de 800 propriétés viticoles. Tu te promènes dans la campagne, puis tu tournes la tête d'un bar, puis tu vois des châteaux. Tu tournes la tête d'autre bar, tu vois d'autres châteaux. Ce coin-là est inimaginable. C'est dur à expliquer. Il faut le vivre. Pour vrai, il faut le vivre. Donc, moi, j'ai passé un 5 jours là, puis je vais m'en rappeler le restant de mes jours. C'est sûr que c'est dans la bucket list d'y retourner. Donc, l'AOC Saint-Émilion, reconnu mondialement. C'est des très, très grands vins. On dit des vins de Bordeaux, mais c'est vraiment Saint-Émilion en tant que tel. Donc, mais la fin, c'est que autour de Saint-Émilion, tu as des vins, tu as des grands vins. Puis les vins, c'est dispendieux aussi, il faut le dire. Mais tout autour, on appelle ça les satellites. Hein. C'est des satellites. Donc, Saint-Georges de Saint-Émilion, Lussac de Saint-Émilion. Et il y a une appellation qui s'appelle Montagne de Saint-Émilion, qui porte bien son nom, Montagne, parce que c'est la place la plus haute. On va dire c'est la place du champ, c'est comme un grand champ. C'est la place la plus haute, en haut. C'est un petit peu à part. C'est à côté. C'est pas loin, là. Mais c'est pas dans l'AOC Saint-Émilion. C'est l'AOC Montagne Saint-Émilion. Donc, ils vont faire des vins tout à fait extraordinaires, mais à moindre coût. C'est ça l'avantage. C'est ça le grand avantage de fouiller des fois dans ces AOC-là pour trouver des super bonnes bouteilles, puis à prix vraiment le fun. Des bouteilles de vin, lui que je veux vous parler aujourd'hui, il est à 21,90 $. Un Montagne Saint-Émilion. Donc, le nom du vin, c'est Perraclos. P-E-R-A-C-L-O-S. Perraclos Montagne Saint-Émilion. C'est le 2020 qui est à la SEQ présentement. Donc, puis quand on parle, lui, c'est un 100% Merlot. Parce qu'il y a des... Bordeaux, tu as des montages. Il va y avoir du Merlot et d'autres cépages. Là, ici, c'est un 100% Merlot. Donc, quand on parle Merlot, on parle prune, tu sais, ça c'est la prune, un petit peu peut-être de cerise de temps en temps, mais plus la prune, la figue dans le fruit. Donc, une intensité assez, comment dire, une élégance dans les tanins. Hein, c'est ça le Merlot. Élégance dans les tanins, un peu de sous-bois. Donc, le petit sous-bois, un peu comme les feuilles mortes d'automne. Vous voyez un peu le style. Donc, dans le nez, il y a un peu de sous-bois. Donc, ça, c'est à peu près ça, c'est le style Merlot de la région de Bordeaux. Et Perraclos, donc Perraclos, est-ce qu'on dit Perraclos ou Perraclos? Je pense que c'est Perraclos. C'est une cave coopérative. Donc, eux autres sont basés à, ça s'appelle Puy-Séguin, tout petit village qui est là, sur Montagne Saint-Émilion, Puy-Séguin. Mais c'est une coopérative, donc ça veut dire quoi? C'est des farmers, je les appelle des farmers parce que c'est du monde de campagne. Là. Quand tu les rencontres, là, ils ont des bottes de caoutchouc les pieds. Là, c'est pas... on dit toujours, tout est assis dans un grand restaurant avec un verre de vin, avec le petit doigt levé, mais en réalité, le gars du vin, c'est un farmer. Il est en jeans et en bottes de rubber. Il y a comme un... Comment dire? Ça, c'est la réalité. Le champ avec la vigne. Quand tu es dans un grand restaurant, je comprends, c'est le fun, mais il y en a qui pètent un peu trop de brou dans le vin. Qu'est-ce que tu veux? Du vin, c'est à la base, c'est ça. Là. C'est du jus de raisin. Il faut le voir de même. Donc, coopérative, ça, c'est quoi? C'est du monde de la place qui se sont mis ensemble, tout simplement. Ils ont parti une coop et ils amènent du raisin sur place. Ils ont quelqu'un qui va vinifier une bouteille qui s'appelle justement le Perraclos. Ils vont vinifier ça. Ils vont essayer de faire quelque chose de super bon avec ça, avec les raisins un peu partout sur la montagne de Saint-Émilion. Donc, là, on a un vin. Ce Perraclos-là, il est spécial un peu parce que les tanins sont assez présents. Je disais tantôt, les tanins assez fins dans le Merlot. Mais là, ici, on va dire les tanins un peu plus puissants.
c'est un vin, c'est un vin sec. Là. On va le dire, là, c'est un vin sec. Les reflets noirs, vraiment, là, c'est un vin foncé avec des reflets noirs. Et quand tu as le vin dans ton verre, il va faire des larmes. L'expression « faire des larmes », c'est que quand on fait tourner le vin dans le verre, on voit que le vin, on voit que ça nappe le vin. On dirait qu'il est comme un peu huileux, vous voyez, à l'intérieur du vin. Tu vois que c'est un vin qui a une intensité d'alcool. On parle ici de 15 % alcool. Donc, c'est une bombe. Là. Le best, c'est il faut le carafer. Ça, c'est sûr. Tu vas carafer ce vin-là. C'est 4 grammes de sucre au litre. C'est normal. C'est tout à fait normal pour ce secteur-là, si je peux dire. Il y a une puissance. Donc, le Peraclos, c'est la prune. Au début, mais après ça, il y a une petite cerise qui embarque, vraiment. Mais la puissance d'alcool, c'est ça qui est très plaisant, c'est que la puissance d'alcool, n'est pas désagréable. Des fois, quand il y a des vins très puissants d'alcool, après le deuxième verre, tu commences à fatiguer. Là, tu ne fatigues pas. Donc, ça se prend très, très bien. C'est sûr que ce n'est pas une bouteille que tu vas te taper seul. C'est une bouteille que tu vas... Bon, c'est la bouteille parfaite pour 3 personnes, on va le dire de même. Tu es 6 à table, 2 bouteilles, c'est numéro 1. Et c'est le genre de vin idéal pour la baguette de pain, le fromage, les charcuteries, c'est-à-dire le classique, si on peut dire, ou des pâtes alimentaires, du spag. Un spag, mais au beurre, juste avec des lardons. Tu sais que ça prend du gras. Ça prend le beurre, le lardon. C'est ça que ça prend. Ça prend du gras. Donc, des charcuteries. Si vous avez ça, là, tu montes au ciel. Tu montes au ciel avec justement ce vin-là qui, au fond, c'est drôle parce que pendant que moi, j'y goûtais, puis là, on jasait un peu. Il y a un petit côté aussi, il y a un petit effluve de café qui arrive en arrière. C'est vraiment fantastique. Donc, oui, il faut le carafer. Ça, c'est vraiment important. Pour faire une image un peu, là, c'est un merlot. Le Peraclos, là, c'est un merlot qui est allé au gym. En termes de sportif, là, OK, tu as un joueur de tennis qui est un sportif, qui est très puissant, mais qui a une élégance. Hein? Tandis que lui, c'est plus un corps arrière au football. Dans le sens que, oui, il y a une certaine élégance parce que le gars, il court, puis il est capable de... Mais il est plus carré un peu. Il est capable de prendre plus les coups. Mais le Peraclos, c'est ça. C'est Montagne-Saint-Émilion. C'est un petit peu plus sur le rough, mais Colin que c'est bon. Ça n'a pas de bon sens. En ce moment, c'est du 2020 qui a puis c'est une année très solaire, 2020, là, vraiment, dans ce coin-là de la France. Très, très solaire. Donc, on le voit, là. Quand vous le versez dans le verre, vous allez vous en rendre compte. Donc, on parle de 5 à 8 ans. Parce que quand tu arrives dans les grands Saint-Émilion, tu peux faire de dos à vie. Là, ici, ce n'est pas le cas, c'est normal. Mais on parle de 5 à 8 ans après le millésime. Donc, c'est du 2020. On est en 2025, 2026. Donc, 5 à 8 ans jusqu'à 2028. Donc, c'est quoi? Tu achètes une bouteille pour la fin de semaine là et tu couches une bouteille pour l'année prochaine ou peut-être dans 2 ans. Donc, il va y avoir une petite transformation dans ce vin-là. Puis ça va faire vraiment, vraiment la job. Et je me suis renseigné. J'ai fait ma job. 158. Puis ça, c'est le fun. Parce que le vin, il vient d'arriver, ces tablettes, ça fait pas longtemps. Ça fait pas. D'abord, moi, ça fait même pas un mois. Là. 3 semaines qu'il est arrivé, ces tablettes. Disponibles dans 158 succursales. Puis il y a à peu près 1 caisse à 2 caisses par succursale. On va dire, il y a du stock en ce moment. Puis ça, c'est le fun. Puis des fois, la SEQ, puis si je reproche un peu de la SEQ, des fois, ils vont distribuer le stock, mais mal distribué. Dans une place, tu as 10 caisses, puis ils pourraient l'étendre un peu plus. Mais là, non, c'est pas le cas. Là, vraiment, ils l'ont étendu à travers le Québec, 158 succursales. Je trouve ça très, très bien. Donc, Peraclos Montagne Saint-Émilion, 2020, 21,90 $, 100% Merlot, 15 % d'alcool. Oui. Mais vous ne le sentez pas. Mais vous le sentez quand vous le buvez, dans le sens que après une demi-bouteille, tu le sens. Mais je veux dire, pas dans la bouche, pas dans les bajoux. Ça ne paraît pas pantoute. 4 grammes de sucre au litre, donc c'est un vin qu'on prend en mangeant. Là. Vous voyez pas, c'est pas un vin d'apéro. Et en parlant de Saint-Émilion Grand Cru, parce que là, ici,
Vous savez, moi, j'ai un ami à Saint-Émilion, ça se dit bien dans la discussion. C'est un ami aussi de PL Côté, notre pirate PL qui est dans le vin. Donc, le château Trianon, je sais que les pirates, ils ont adoré le château Trianon. En ce moment, il n'y en a plus nulle part à SEQ, là, parce que Trianon arrive une fois par année, il y a une batch, après ça part. Moi, j'ai visité Trianon, j'ai adoré ça, carrément en plein Saint-Émilion. Là. En plein. Puis Trianon, ça s'en vient. Vraiment, là, c'est dire PL, ils disent, oui, ça s'en vient, Trianon, là. Ils disent, on travaille pour ça présentement. Donc, si vous attendez après le Trianon, bonne nouvelle, il s'en vient. Et aussi, ce week-end, rapidement, c'est le Salon des vins à Québec. Il y a un Salon des vins à Québec en fin de semaine. Donc, c'est pas cher. Tu vas là, tu goûtes des vins, c'est super le fun. Tu peux acheter des cuvées qu'il n'a pas à la SEQ. Ça, c'est le fun. Tu peux acheter des bouteilles qu'il n'y a pas à la SEQ. Super le fun. Un salon bien sympathique, c'est le fun. Donc, je répète, Péraclos, Montagne, Saint-Émilion. Wow! Saucisson, du pain, du fromage ou tu te fais des petites pâtes au beurre, un peu de lardon là-dedans. Merci, bonsoir. Des petits champignons, ça fait un job. 21,90, j'adore. Et ça lance le week-end, mon ami Jerry. Thank you, monsieur. man. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end. Oui, j'ai soif. Pirate. Radiopirate.com